Bonsoir à tous. Nous allons commencer avec, après le quart d'heure de politesse, avec Cécile Calmont, d'un bout des Bonsoir. médias, Bonsoir. qui remplace Benoît Huette, mais qui nous est... Benoît étant indisposé et évidemment nous présentant ses excuses pour son absence. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Je dois dire que j'étais convaincu que le système de régulation français empêcherait la Fox Newsisation du paysage médiatique français. Ça me paraissait clair qu'on n'avait pas le même régime juridique qu'aux États-Unis, qu'il ne s'était pas passé ce qui s'était passé à la fin des années 80 aux États-Unis sous Reagan, avec à l'époque l'abolition de ce qu'on appelait la Fairness Doctrine, et qui avait permis d'avoir des chaînes de télévision univoques, polarisées. Nous, on avait la loi de 86. Et on avait dans les chartes de l'audiovisuel des obligations en matière d'indépendance éditoriale, de pluralisme de l'information, de l'honnêteté de l'information. Et là, on voit qu'on y va à vitesse grand V. C'est vertigineux. Et ça continue à se passer en presse écrite. Vendredi, Bolloré a vraiment lancé l'OPA sur le groupe Lagardère. Et on a en face des institutions démocratiques qui, disons-le, sont assez faibles, et notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Lorsque Bolloré avait pris le contrôle de Canal+, on était allé voir avec quelques autres le Conseil supérieur de l'audiovisuel en disant qu'il fallait lancer une enquête indépendante, qu'il fallait lancer une procédure de sanction pour ne pas laisser un précédent se créer. Rien ne s'est passé. Il n'est pas impossible qu'à nouveau ce soit la même chose. Et c'est malheureusement aujourd'hui le plus probable, sauf si on se mobilise. Et je vous remercie d'être tous ici ce soir, parce que c'est un signe de mobilisation. Peut-être qu'on n'est que 90 au début. Mais si c'est 90 parlent à 5 personnes, qui parlent à 5 personnes, qui parlent à 5 personnes, on sera peut-être extrêmement nombreux. Disons-le, ce n'est pas un problème spécifiquement français. À Reporters sans frontières, donc je travaille pour Reporters sans frontières, Christophe Deloire, on avait publié un rapport il y a quelques années sur ces oligarques qui font leur shopping dans les médias. Et on avait vu que c'était un phénomène mondial, pas simplement dans des démocraties, dans des dictatures aussi, où ça se rajoute au fait d'incarcérer les journalistes. Nous sommes une organisation très internationale, vous le savez. On a des correspondants dans 130 pays. Notre quotidien, c'est l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Mexique et tant d'autres. Mais on a là un problème vraiment important en France. Et c'est pourquoi, sous l'autorité de Catherine Monet, notre rédactrice en chef, nous avons lancé ce film que vous allez voir tout à l'heure, que vous avez peut-être déjà vu, mais enfin il ne fait que 14 minutes, donc si vous le revoyez une nouvelle fois, il ne sera sans doute pas trop long. Il y a là un problème démocratique majeur auquel nous faisons face, et cette soirée sera, je crois, pour chacun d'entre nous, l'occasion de bien clarifier les enjeux et de dégager des propositions, parce que c'est à la fin ce qu'il faut trouver, des propositions. Et donc, je vous remercie vraiment tous d'être là ce soir. On est ravis de collaborer avec un bout des médias sur ce sujet qui vraiment nous réunit comme les autres. Et on aura le plaisir après, et je laisserai la parole ici, d'accueillir pour un débat Tristan Walex, qui est présentateur, pardon, pas président, de Complément d'enquête. Enfin, un jour, il sera président de quelque chose. Raphaël Garrigos, des Jours, spécialiste de Bolloré, s'il en est, et Daphné Ronfard, qui est coordinatrice du pôle plaidoyer, voilà ici, d'un bout des médias, et Thibaut Brutin, qui travaille à Reporters sans frontières avec nous sur ces questions, comme sur tant d'autres. Voilà, bonne projection, bon débat, mais d'abord, la parole à Cécile. Oui, donc il n'est pas du tout difficile de passer après ce discours. Donc Christophe Deloire l'a dit, je ne suis pas Benoît Huet. Je vais m'efforcer de le remplacer au cours de cette soirée pour vous présenter d'abord un peu l'association Un bout des médias, puisque nous ne sommes pas Reporters sans frontières et donc nous avons besoin d'être présentés. Puis pour animer le débat entre les différents intervenants. Le constat qui a été rappelé là sur le paysage médiatique français, c'est un constat que l'association Un bout des médias partage complètement, et c'est ce qui a mené à sa création l'année dernière. Donc nous sommes une jeune association, pardon. Nous sommes une association qui rassemble des citoyens qui sont soucieux de l'indépendance des médias et des mécanismes qui existent pour la protéger, ou qui existent et qui ne fonctionnent pas très bien.
Donc la mission qu'on s'est fixée, c'est vraiment de venir en aide à des rédactions qui sont dans des situations de vulnérabilité, notamment vis-à-vis d'actionnaires qui pourraient chercher à y exercer une influence. Donc on se tient à la disposition de médias qui ont besoin d'une assistance sur des sujets de gouvernance vertueuse. Donc ça peut être instaurer un droit d'agrément, ou comprendre ce qu'est un droit d'agrément et comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut le mettre en place, à mettre en place un actionnariat de lecteurs, par exemple. Donc cette année, elle est assez particulière pour nous, enfin l'année qui arrive, puisque ça va être notre 2e année d'existence, déjà. C'est une année présidentielle, je pense qu'on va en parler pendant le débat, dans laquelle on espère arriver à faire émerger des thématiques d'indépendance des médias auprès des candidats. C'est aussi une année qui a vu se multiplier les crises au sein de plusieurs rédactions. On en reparlera également au cours du débat. Donc on est d'autant plus fiers de co-organiser cet événement avec Reporters sans frontières pour vous présenter un reportage dont on est convaincu qu'il est d'utilité publique et pour un débat dont on espère surtout qu'il sera porteur d'optimisme et pas juste où on va se répéter que c'est la catastrophe. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente projection et à tout à l'heure. Et juste un mot pour vous dire que ce film, il a déjà eu un impact très fort à des endroits où peut-être on ne l'attendait pas. Et par exemple, à Bruxelles, à la Commission européenne, où manifestement nombreux sont les commissaires, les gens des cabinets à l'avoir vu, à être sensibilisés à cette question. Il se trouve que le cas Bolloré n'est pas qu'un cas français, puisqu'il a aussi des visées sur El País, et il a un empire qui dépasse la France. Et donc, on voit que quand on lance comme ça des mobilisations, ça peut avoir des répercussions, et faisons en sorte que ce soit le bâtiment d'ailes de papillon qui permettra peut-être de provoquer une bonne tempête cette fois-ci sur la tête de l'intéressé. Voilà, merci, bonne soirée. Vincent Bolloré n'est pas un actionnaire comme les autres. On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous. On n'est plus dans la production journalistique, on est dans autre chose. C'est une vision du journalisme aux ordres. Oui, c'est la brutalité totale. Enfin, tout le monde s'accorde à le décrire comme ça. On s'est rendu compte qu'on était 30 ou 40 journalistes différents, de différents médias, toutes sensibilités confondues, à avoir été attaqués par Vincent Bolloré. De manière quasi systématique, il attaque tous les médias et tous les journalistes qui souhaitent enquêter pour mettre en lumière ces pratiques problématiques. En termes de massacre de l'information, d'instrumentalisation de l'information, de propagande, la violence de ce qui est en train de se passer en termes de démocratie est absolument terrible. Vincent Bolloré n'est pas un actionnaire comme les autres. Parce qu'on a pu voir dans d'autres médias dont il a pris le contrôle, la manière dont ça s'était passé, la grande grève d'e-télé qui nous avait tous beaucoup marqués dans le métier. Et c'est ça qu'on ne voulait pas qu'il arrive à Europe 1 et c'est ça qu'on redoutait. On a perçu assez vite que le plan de départ qui visait à réduire les effectifs de la radio et son train de vie, puisque c'était de ça dont il était question, devrait être aussi l'occasion d'un changement éditorial et de la confection d'une radio low cost sur le plan des moyens donnés à l'information. Il y a sûrement plusieurs manières de faire l'information, mais il doit y avoir des fondamentaux qui restent et qui sont de vérifier des faits, de les décrypter et de les décrypter dans un souci de pluralisme et d'honnêteté intellectuelle. Voilà.
Ce qu'on a comme exemple sous les yeux, c'est CNews. C'est une soi-disant chaîne d'information qui en réalité est une chaîne d'opinion. Et donc il y a très peu d'informations en réalité. C'est vraiment des gens qui expriment une opinion extrêmement tranchée, pas dans la nuance, souvent peu informée. Ils ont fait une chaîne qui ne coûte pas cher et qui fait de l'audience. Donc pour un patron d'industrie, franchement, je pense que c'est parfait. Par contre, pour l'indépendance éditoriale et la notion qu'on se fait du journalisme, pas forcément, on va dire. C'est pas la couleur de l'idéologie qui nous effrayait, c'est simplement la façon de s'éloigner des principes du journalisme tel que Europe 1 le pratiquait depuis plus de 60 ans. Voilà. Quand ça arrive, c'est extrêmement douloureux parce que vous vous sentez très impuissant. L'ensemble des journalistes, enfin l'immense majorité des journalistes a vécu ça un peu comme un braquage. C'est d'une violence. Aucune réponse. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça a duré le temps que ça a duré, quoi. Plus d'1 mois de grève pour qu'au final on soit, je sais plus combien, 120, une centaine à partir, quoi. C'est extrêmement violent, mais c'est sans doute les méthodes d'un raideur. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver dans une boîte, qui va couper toutes les têtes et puis qui va refaire son truc. Alors les rédactions sont pas habituées à ça, mais il va se retrouver avec des gens qui soit sont d'accord, soit n'osent pas parler, mais qui en tout cas sont mis au pas. Vincent Bolloré donc met son veto sur cette enquête. Donc on choisit la négociation. On se dit, allez, on va se battre pour qu'ils entendent raison. Il faut diffuser cette enquête, ce serait un fait très grave. Canal+ a la réputation d'être une chaîne libre. On négocie, on pense qu'on va y arriver. Sincèrement, on pense qu'on va y arriver. Et on n'y arrive pas. Donc en fait, pour résumer, cette histoire du Crédit Mutuel, c'est l'histoire d'un groupe de journalistes qui croient en leur travail, qui croient en l'enquête, qui produisent une enquête journalistique de qualité et qui se font censurer par un grand patron en direct, sans crier garde en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'était pas du tout à imaginer la moindre intervention possible d'un grand patron dans cette histoire. On a été vraiment très surpris et le résultat, c'est que on a tous été virés de Canal+. L'information un peu impertinente, un peu indépendante, un peu enquêtée, ça on sent très bien que c'est pas du tout son truc. Donc l'investigation, il va la censurer, l'abîmer et finalement la supprimer en juin 2016. Les journaux télévisés de Canal, qui avaient un petit ton un petit peu moderne, ils sont supprimés également très rapidement après l'arrivée de Bolloré à la tête de la chaîne. Les Guignols, on vire les auteurs, Barthès est mis sous pression, le zapping est mis sous pression, c'est-à-dire que le simple fait d'avoir une mémoire télévisuelle et de dire il s'est passé ça dans la télévision, c'est intéressant de le mettre en perspective avec d'autres événements, bah ça aussi ça dérange, donc en gros tout dérange. Vincent Bolloré n'en a rien à faire de l'image qu'il peut donner. Quelque chose ne lui plaît pas, il le retire de l'antenne. Une direction n'est pas exactement dans sa ligne ou ne veut pas servir exactement ce qu'il a en tête à ce moment-là, elle est décapitée. C'est une version totalitaire du journalisme. J'emploie à dessein ce terme. Vincent Bolloré a dit lui-même que la direction d'un groupe de cette taille nécessitait un peu de terreur. En fait, c'est pas du tout par hasard qu'il dit ça, c'est-à-dire que, oui, c'est quelqu'un qui gère par la terreur. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que qui que ce soit résiste aux oukases de l'actionnaire, surtout pas en matière d'information, parce que l'information est stratégique pour lui et il veut en faire exactement ce qu'il veut, et donc les journalistes sont des petits soldats. Il se trouve que ce procès-là correspond à un tournant dans la stratégie de Vincent Bolloré, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Vincent Bolloré, le groupe Vincent Bolloré, va poursuivre quasiment systématiquement tous les journalistes, les associations ou les ONG qui vont évoquer ces activités africaines. Je pense que c'est normal qu'un grand patron comme Vincent Bolloré puisse attaquer un journaliste si jamais il s'estime diffamé. On peut pas raconter n'importe quoi dans nos articles et dans nos reportages, mais là on a l'impression que de la part de Vincent Bolloré, il y a un abus de procédure. J'ai eu au total 5 audiences face à Vincent Bolloré, 5 procès, on a gagné les 5. Basta a publié un article, une enquête sur l'accaparement des terres dans les pays du Sud, dans laquelle le groupe Bolloré était cité. On avait envisagé effectivement que cet article
article ne plairait pas à certaines multinationales. Et pour le moment, on n'a eu aucun problème avec aucune autre entreprise à part le groupe Bolloré. La procédure pour diffamation, ça lui suffit pas à Bolloré. Il va aussi vous attaquer devant le tribunal de commerce en expliquant que ce que vous avez fait, non seulement c'est diffamatoire, mais c'est même du dénigrement. Vous faites de la concurrence déloyale parce que vous-même vous êtes un média et vous ne supportez pas la manière dont lui pratique ses médias. Voilà. Ou alors, ça a été mon cas, vous attaquez devant une justice étrangère. En l'occurrence, moi j'ai été attaqué via la Socapalm, qui est une filiale du groupe Bolloré, devant le tribunal de Douala au Cameroun, dans un pays où la diffamation est punie d'une peine de prison ferme, 6 mois de prison, je crois, au maximum, et surtout de détention provisoire en attendant d'avoir un procès. Donc voilà, c'est, je pense, une des singularités de Vincent Bolloré, c'est de passer par tout un tas d'artifices procéduraux pour essayer de vous faire taire, en gros, en n'utilisant pas les procédures habituelles, à savoir le procès pour diffamation. Ce qu'on a trouvé problématique aussi dans cette procédure, c'est qu'on n'était pas seul sur le banc des accusés. Il y avait également avec nous Rue 89 et son directeur de publication Pierre Aski, qui était là pour avoir osé citer dans sa revue de presse notre article, notre enquête sur l'accaparement des terres et le rôle du groupe Bolloré dans ce processus. Et puis il y avait également des particuliers qui avaient comme unique tort d'avoir publié sur leur blog un lien hypertexte vers notre enquête. Donc vous imaginez bien l'angoisse que peuvent avoir un professeur des écoles à la retraite et un ébéniste qui se retrouve convoqué par le tribunal à Paris 2 fois de suite pour avoir publié juste un lien sur leur blog. Je ne pensais pas que M. Bolloré allait nous attaquer pendant la rédaction du livre. Ça a été une surprise. Me demandant à moi, personnellement, 750 000 € de dommages et intérêts. Nous sommes des travailleurs de terrain. Notre but est de récolter des faits, de recouper des faits, des sources, pour interroger les pouvoirs. Et bien sûr, donner la parole à ceux qui sont mis en cause dans les enquêtes que nous produisons. Chose que Vincent Bolloré ne fait pas. Quand vous lui demandez une interview, la plupart du temps, il vous envoie un huissier. Ou alors il vous fait un procès. Avant même que l'enquête soit sortie. Si je me souviens bien de la formulation de la lettre envoyée par le président de Vivendi à l'époque, j'aurais, par mes SMS et mes mails répétés, dérangé la bonne marche de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je ne faisais que le contradictoire, c'est-à-dire que je demandais l'avis des gens que je citais dans le livre pour qu'ils puissent me répondre. Donc 20 mails et 14 SMS, ce serait déranger la bonne marche de l'entreprise Vivendi. C'est me donner quand même beaucoup de pouvoir. Si je compte bien, ça fait plus de 10 ans que j'ai des procédures judiciaires avec Vincent Bolloré. Ça ressemble à une histoire presque sans fin. J'ai été 5 fois opposé à lui dans des tribunaux français. Les 5 fois j'ai gagné, les 5 fois il a perdu. Et néanmoins, je sais que ça a coûté extrêmement cher à mon employeur, que France Télévisions en est à plusieurs centaines de milliers d'euros de frais de procédure. Et c'est pas quelque chose que je trouve normal. Ce qui nous a vraiment posé souci dans cette démarche, c'est l'acharnement dont il a fait preuve, le fait qu'il fasse appel d'une décision de justice, qu'il aille jusqu'en cour de cassation. On ne sait pas combien d'années ça va durer, on ne sait pas s'il va y avoir un procès ou s'il va y en avoir plusieurs, on ne sait pas combien ça va coûter à notre média. Donc c'est des incertitudes qui sont problématiques et qui sont des menaces vraiment pour notre travail. Si jamais son but était de gagner ses procès, il arrêterait peut-être d'en faire ou il essaierait d'être un peu plus solide d'un point de vue juridique. Il perd quasiment à chaque fois. En revanche, même quand il perd, il gagne en fait quelque part parce qu'au final, il a réussi à vous faire perdre du temps, à vous faire perdre de l'argent et surtout, il peut dissuader d'autres personnes d'enquêter sur lui. Je crois que derrière ces multiples procédures judiciaires, il y a une triple volonté, je résumerai ça en 3 mots, intimider, détourner et épuiser. On est vraiment dans des poursuites qui sont, pour moi, abusives, qui sont des poursuites bâillons, qui visent à ce que les médias se censurent ou s'autocensurent sur ces sujets qui sont sensibles pour le groupe Bolloré. Les procédures bâillons sont le bras armé de ce règne de la terreur. Donc vous prenez des risques éditoriaux et juridiques énormes en enquêtant sur Vincent Bolloré. Ça suffit à écraser toute velléité d'enquête chez 90 ou 95% de la population des journalistes qui aimeraient s'intéresser à Vincent Bolloré.
faut comprendre que Vincent Bolloré, c'est pas l'information qui l'intéresse, c'est l'influence. Et donc, pour avoir une influence qui lui permet soit d'être ami avec les politiques, soit de signer des contrats en Afrique, eh bien, il faut qu'il donne l'impression qu'il a une influence médiatique importante. Vincent Bolloré a un énorme groupe. Il a une chaîne payante qui est Canal+, une chaîne info, qui est un outil d'influence, une radio, un groupe de presse qui est Prisma, plus ce qui risque de prendre sur l'édition qui appartient aujourd'hui au groupe Lagardère. On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous. Après tout, on peut se dire, ben Bolloré, il finance, il fait ce qu'il veut. Sauf que là, c'est de l'information. Donc c'est très important, évidemment. C'est-à-dire que l'information n'est pas une marchandise comme les autres. Sinon, il n'y a plus vraiment de démocratie. Ça dépasse largement juste l'enjeu d'Europe 1 ou juste l'enjeu de CNews. C'est vraiment le débat démocratique qui est en cause par le contrôle de certains médias, par un type d'idée, un camp politique. Et ça, c'est un vrai problème. La raison d'être et le modèle économique de certaines chaînes d'information, c'est pas de produire de la vérité, c'est pas de fabriquer de l'information, c'est de fabriquer de la discorde, de la polémique, ce qu'on appelle des clashs ou du buzz. Donc c'est d'une nature très différente. C'est pour ça que je parle d'un renversement historique de la fonction du journalisme. Je pense que Vincent Bolloré assume totalement d'instrumentaliser l'information. Et comme les politiques ne font pas appliquer les lois, en l'occurrence la loi Bloch, qui en principe interdit à un actionnaire d'entraver la liberté éditoriale pour protéger ses intérêts de businessman, et à force de laisser faire, les politiques ont laissé ces industriels mettre la main sur 95% des médias privés français, au point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait aller briguer le suffrage des électeurs en France aurait beaucoup de mal à se passer de ces médias privés et donc est obligé de montrer patte blanche. Donc la démocratie est dévoyée gravement parce que les politiques n'ont pas juste imposé une autorité publique qui défend l'intérêt général. Donc en fait, remettre au centre du jeu l'intérêt général, remettre au centre du jeu ce que nous sommes, nous journalistes, est une priorité en ce moment, dans un moment où les médias sont extrêmement concentrés. Dans un moment où les grands patrons, que ce soit Monsieur Bolloré ou d'autres, ont d'énormes pouvoirs sur la presse. Donc remettre au centre du jeu le fait que nous faisons partie, nous journalistes, à notre niveau, du système démocratique. C'est capital dans une période très tendue, très violente, où les médias sont très critiqués. Il est trop tard pour critiquer sa photo. Oui, il est allé chercher à boire, je crois. Vous pouvez en profiter pour réfléchir si vous avez des questions, puisqu'on va discuter, les invités vont discuter un peu de ce qu'on a vu. On a prévu un fil conducteur, évidemment, et puis à la fin, si vous avez des questions, on passera dans la salle avec un micro, donc n'hésitez pas. Ou même maintenant, si vous en avez une, comme ça on s'occupe en attendant que Tristan Valex revienne. Le droit d'agrément ? Oui.
Le droit d'agrément, en fait, c'est la possibilité donc, qui existe par exemple au Monde actuellement, qui permet aux journalistes, en cas d'entrée d'un actionnaire dans le capital d'un média, de donner son accord ou son désaccord dans ce cas-là. Et en fait, ça permet par exemple, si typiquement un actionnaire comme Bolloré veut entrer au capital du média, de proposer en fait un actionnaire alternatif. Et donc nous, ce qu'on propose avec Un bout des médias, mais j'aurai probablement l'occasion d'en reparler, c'est de généraliser en fait ce droit d'agrément pour toutes les rédactions et pour tous les médias, pour permettre justement qu'il y ait une mobilisation de la part des journalistes et du grand public pour entrer au capital et pas permettre ce genre de choses comme il y a eu à Europe 1 par exemple. Voilà. Excellente question. On peut peut-être, étant donné que certains d'entre nous sont cas contact et certains d'entre nous ont la grippe, je pense que ça vaut le coup de refaire un tour de table pour se présenter, puisque les photos ne correspondent pas à qui nous sommes. Donc, je vous propose de faire un tour de table et de prendre 5 minutes pour vous présenter chacun. Bonjour, moi je suis Thibaut Brutin. Oui. Donc je suis Thibaut Brutin, je suis la personne sur la photo, mais je me reconnais pas. Je pense que c'est une photo de moi très jeune. Je sais pas où vous l'avez trouvé. Et je suis adjoint au directeur général de Reporters sans frontières. Voilà, on a produit ce film et on porte des recommandations sur ce qui se passe dans la galaxie Bolloré et en général sur la concentration des médias. Moi je suis Raphaël Garrigos, donc je remplace Isabelle Roberts que vous avez vue dans le film. Je suis le directeur de la rédaction des Jours et avec Isabelle on enquête sur Vincent Bolloré et Canal+. Depuis 5 ans qu'on a créé Les Jours, qui est un site d'information qui raconte l'actualité en série et sans publicité. J'en profite au passage. 1 € le premier mois. Et on a écrit, à titre d'exemple, 174 épisodes sur Vincent Bolloré et Canal+. Je dis épisodes parce que donc, je vous ai dit qu'on mettait ça en forme comme des séries télé. Donc ça fait 6 ans qu'on enquête sur Vincent Bolloré, et moi où j'ai travaillé avant à Libération pendant 15 ans, je suis pas sûr que j'aurais écrit autant de papiers sur le bonhomme. Bonsoir, moi je m'appelle Tristan Walex, je travaille pour Complément d'enquête. J'ai fait un documentaire en 2016 sur Vincent Bolloré, d'ailleurs je crois que c'était au tout début de la série des Jours. J'aurais bien aimé continuer aussi, mais moi j'ai dû m'arrêter il y a 5 ans. Et voilà, on a eu quelques procédures judiciaires que j'évoquais dans le docu. Voilà, je fais partie de la petite cinquantaine de journalistes attaqués par Bolloré pour avoir enquêté sur ces affaires africaines. Et bonsoir, je m'appelle Daphné Ronfard, moi je suis adhérente de l'association Un bout des médias et je fais partie du groupe d'adhérents qui ont été à l'initiative de la création du pôle plaidoyer de l'association, dont le but est de porter dans le débat public et d'interpeller les élus sur la question de l'indépendance des médias et les façons de la garantir pour changer les lois et faire en sorte que les journalistes soient effectivement protégés des cas de figure assez alarmants dont on a entendu parler dans le documentaire. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4. On peut peut-être 3 d'entre vous ont approché de très près le système de Vincent Bolloré. Donc, mon Thibaut Brutin, je vous compte pour Reporters sans frontières, même si vous n'étiez pas derrière la caméra, j'imagine. On imagine bien que vous vous êtes heurté à des difficultés et notamment à des réticences pour des témoins à parler de ce qu'ils ont vécu. Du coup, ma première question, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on construit ce type d'enquête malgré les risques ? Et la question subsidiaire, c'est est-ce que le fait que vous soyez respectivement issus d'une ONG, d'un média indépendant et du service public, vous pensez que c'est un avantage pour traiter ce type de dérive ? Je vais peut-être commencer par la dernière question. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs même ce soir, et en général sur la problématique de la concentration des médias, c'est qu'il faut faire comprendre au grand public, à la communauté citoyenne, que ce n'est pas un enjeu corporatiste, ce n'est pas un enjeu qui relève uniquement de l'intérêt des professionnels des médias. D'ailleurs, au fond, quelqu'un le dit dans le documentaire à un moment, le principal enjeu, c'est la question de la démocratie. Et c'est pour ça, je pense que c'est intéressant que des ONG, alors pas seulement RSF, nous, on a parfois l'impression qu'on défend les journalistes parce qu'ils sont journalistes, nous on les défend parce qu'ils ont une contribution à la société qui est particulièrement
importante et nécessaire de défendre à notre sens. Et le fait qu'un bout des médias soit partenaire de cette projection, c'est aussi pour nous très fort. C'est-à-dire que on a des situations humaines. D'ailleurs aussi, on parle beaucoup de situations individuelles, mais il y a aussi des outils de travail au sens marxiste du terme qui sont cassés, quoi. Il y a des médias où il y a des hémorragies de journalistes qui disparaissent, ils ne reviendront pas. C'est fini pour certaines rédactions. Donc pour nous, c'est important de partir de cette situation des journalistes, de l'emmener vers la communauté citoyenne au sens le plus large et de mobiliser. Et ça, c'est le sens de notre action. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'être là ce soir. Et sur la question là, de la difficulté d'avoir des témoignages, moi, pour le coup en 2016 pour France 2, quand j'avais essayé de faire témoigner des je pense que ça va être pareil pour vous Raphaël et pour les jours, j'avais eu un mal fou à avoir des témoins en interne, des gens qui étaient partis de Canal+ ou d'ITélé, parce qu'il faut savoir que les gens qui partent de chez Canal+ signent systématiquement un contrat, voilà, il y a un contrat avec leur ancien employeur, s'engageant en fait à ne pas dénigrer l'employeur, à ne pas révéler de secrets en interne. Et la seule personne que j'avais pu interviewer à l'époque, c'est Jean-Baptiste Rivoire, qui est ici présent, qui témoigne aussi dans le docu, qui à l'époque ne voulait pas signer ce type de clause, qui est resté en conflit. Enfin, je sais pas si je peux révéler des secrets d'État ou si c'est encore confidentiel. Je peux pas. Si, bon, voilà, et donc à l'époque, vraiment, j'ai dû contacter peut-être 50 anciens journalistes d'ITélé, de Canal+, et a priori plutôt des gens engagés, plutôt des gens courageux, qui étaient d'accord pour parler anonymement, et le seul qui l'a fait face caméra, c'était Jean-Baptiste Rivoire, et il a témoigné là de nouveau dans le documentaire de RSF, et d'après ce que j'ai compris, il a eu un petit courrier du groupe Canal+, revenant sur sa transaction de départ, parce qu'il avait osé de nouveau parler de Canal+ et de Bolloré. Donc clairement, c'est hyper difficile de trouver des sources en interne qui parlent à visage découvert. Enfin, je ne sais pas si vous y arrivez au jour, mais des gens qui osent parler en interne, et même des gens qui sont partis de Canal+ ou d'ITélé ou de CNews, et les faire parler en leur nom, c'est vraiment très difficile, voire impossible. Eh bien oui. Moi j'ai travaillé par exemple sur TF1 Grande Époque, quand c'était Patrick Lelay et Étienne Moujotte qui tenaient ce groupe, et je peux vous dire qu'il était vraiment tenu très fermement, au point qu'il n'y avait plus de SDJ, de Société des journalistes, qui est chargé un peu de réfléchir aux questions déontologiques de la chaîne, et au point que la dernière réunion s'était tenue à l'extérieur des locaux, tellement ils avaient peur. Et moi j'ai rencontré ça avec Canal+, période Bolloré, où Canal+, avant Vincent Bolloré, c'était un groupe de jeunes gens, souvent assez énervants, d'ailleurs assez arrogants, qu'on voyait qui faisaient étal dans des soirées, dans des conférences de presse qui étaient à chaque fois assez munificentes. Et là, on s'est retrouvé avec quelque chose, avec un changement total, avec effectivement des gens qui ne veulent pas témoigner en on, comme on dit, c'est-à-dire enregistrer avec leur nom, et qui, pour témoigner en off, c'est-à-dire off the record, sans qu'on mette leur nom, font montre de choses que moi j'avais jamais vues en travaillant sur le secteur de la télévision, qui n'est pas un secteur tendre d'ordinaire, mais des gens qui nous ont fait le coup de mettre leur téléphone portable au frigo dans du papier aluminium avant de venir nous voir, des choses comme ça. Et moi j'avais jamais vu ça, et de fait c'est Vincent Bolloré qui le dit lui-même. On parle de terreur, le mot est très fort, et je sais que il nous arrive qu'on nous reproche d'utiliser ce terme souvent, mais ce mot-là, c'est Vincent Bolloré qui l'utilise lui-même. Il dit le 3 septembre 2015, la terreur fait bouger les gens, la direction d'une grande maison mérite un peu de terreur. C'est lui-même qui emploie ces termes-là, et il en fait un modèle de management dans tous les groupes qu'il dirige. Vous vouliez compléter ? Je voudrais juste dire un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce film, qui ont accepté de se montrer à la caméra, de s'exprimer en s'exposant pour certains à des risques forts juridiquement. Donc c'est quelque chose de remarquable. Ce que vous avez vu là, ça paraît, quand on est éloigné du sujet, peut-être quelque chose d'assez banal, des gens qui témoignent sur une expérience comme ça, mais ça, c'est la première fois, et à notre connaissance, c'est le plus grand rassemblement, je dirais, de gens qui s'expriment sur la situation des différents médias de la galaxie Bolloré. Donc un immense merci à tous ceux qui ont osé prendre la parole. Certains sont là dans la salle ou sur scène, donc vraiment un grand merci à eux.
Oui, merci à RSF aussi d'avoir fait ça, parce qu'il faut savoir que c'est pareil, ça peut paraître anodin de revenir sur les procédures judiciaires, mais Benoît Colomba, qu'on voit, donc journaliste de Radio France, qui témoigne dans le documentaire, donc il a été attaqué en 2009 pour un reportage qu'il a fait dans les plantations Soca Palm, les plantations camerounaises de Bolloré. Il a ensuite raconté quelques années plus tard son procès face à Bolloré dans le livre Informer n'est pas un délit, et il a été attaqué par Vincent Bolloré pour avoir raconté son procès. Enfin, on est dans un truc complètement ubuesque et aberrant, mais voilà, je sais pas si vous avez eu des nouvelles de l'avocat de Bolloré depuis la publication du documentaire, mais voilà, c'est clairement, on est dans c'est quelqu'un qui attaque à tout va, et typiquement ce type de travail, c'est quelque chose qui pourrait être attaqué. C'est intéressant ce que vous disiez sur le vocabulaire, parce que les gens qui témoignent, ils emploient tous le même type de vocabulaire totalitaire. C'est la machine qui se met en route, c'est un système, c'est implacable. Du coup, ça interroge forcément sur les garde-fous. Qu'est-ce qu'on fait quand la machine Bolloré vous arrive dessus ? Typiquement, quand on est une société de journalistes, comment on s'organise ? C'est quoi les leviers dont on dispose ? À part, j'imagine qu'il y a forcément interpellé le grand public, ce que certains essaient de faire forcément. Là, on s'en va. Enfin, c'est ce qu'ont fait une centaine de personnes d'ITélé. Et dans la douleur, nous, on a publié il n'y a pas longtemps la vidéo de la dernière AG d'ITélé où on voit une litanie de journalistes en train d'annoncer tous en pleurs qui quittent cette chaîne parce qu'ils ne veulent pas rester dans cette chaîne où venait d'arriver Jean-Marc Morandini, où la direction parlait déjà d'Éric Zemmour comme d'une piste, ou de l'arrivée des frères Bogdanov. On ne les a toujours pas eus, ceux-là, mais on verra s'ils ont besoin d'un prochain épouvantail. Mais il s'est passé la même chose avec Europe 1, 3 jours de grève. C'était jamais arrivé en 60 ans d'Europe 1, et les gens ont fini par partir. Après, est-ce qu'on en est ou est-ce qu'on n'en est pas ? Et à chaque fois, Vincent Bolloré a fait la même chose. Il a fait ça au Guignol, il a fait ça effectivement avec le zapping, comme le racontait Jean-Baptiste. Pour l'instant, il n'y a pas de garde-fou. Ce qui est encore plus dingue dans toute l'histoire, dans ces 6 ans d'enquête sur Vincent Bolloré, c'est le cas d'Europe 1, où il en a fait une succursale de CNews sans la contrôler financièrement du tout, ou capitalistiquement. C'est vraiment, il a mis la main dessus parce que c'était quelque chose dont il avait envie, et il a déclenché une OPA en septembre dernier seulement, alors que toute la grille d'Europe 1 est aujourd'hui totalement devenue une succursale de CNews avec des têtes d'affiche, Laurence Ferrari, etc. Et plus encore que ces têtes d'affiche-là, c'est toute la cohorte de personnes qu'ont emmené les journalistes avec eux sur l'antenne. Et c'est-à-dire que toutes les Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, les Jean-Claude Dacier, les Mathieu Bock-Côté qui remplace Éric Zemmour sur CNews, tous ces gens-là sont maintenant viennent eux aussi intervenir sur l'antenne d'Europe 1. Et ça fait que sur Europe 1, à 8h45, qui est l'heure le prime time de la radio, c'est à cette heure-là qu'il y a le plus d'auditeurs, même s'il n'y en a pas beaucoup sur Europe 1 à force. Mais à cette heure-là, depuis le début de l'année, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles a été invitée une quinzaine de fois. Une journaliste de Valeurs Actuelles invitée une quinzaine de fois, c'est super pour ce journal. Hein. C'est un haut-parleur qui est accordé à l'extrême droite qui est sidérant. Et c'est comme ça que le débat s'est installé depuis des mois et qu'on en arrive à une candidature d'Éric Zemmour. Je suis totalement parti ailleurs que de votre question, là, j'ai l'impression. Non, mais sur les garde-fous, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait considérer que, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vrai que là, ça fait plus rire du tout, donc il faut de plus en plus de garde-fous. Et c'est vrai que le mouvement social qui peut se créer dans une chaîne, comme ça a été le cas sur iTélé, et moi je fais partie des gens qui sont certaines historiques à RSF, donc j'étais là au moment de la mobilisation pour iTélé. Une ONG comme RSF, et Christophe le rappelait, travaille beaucoup à l'international. On s'est posé la question, est-ce que c'est à nous de rentrer dans ce conflit social ? À l'origine, ça ressemblait à une sorte de conflit entre le patronat et des journalistes, des syndicats de journalistes, des sociétés de rédaction. On a considéré que c'était notre devoir. Et c'est vrai que ce qui se met en place, c'est une sorte de fatalité qui est, je pense, extrêmement dangereuse, puisqu'on voit que le mouvement d'ITélé, il a duré plusieurs semaines. Le mouvement chez Europe 1, il a duré quelques jours. Il y a une sorte de saignée qui s'opère.
qui laisse les médias exsangues. Après, on ramène un afflux de sang neuf de la part de gens assez inféodés, en partie à Bolloré. Donc c'est là où il y a quand même une fatalité de l'action sociale, et ça nous invite, je pense, à réfléchir au cadre légal, et peut-être qu'on en parlera ensuite. Mais justement, enfin, je pense qu'il y a une fatalité en pratique, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en théorie, il y a des garde-fous qui existent. Enfin, je l'ai noté parce que j'aime bien rappeler, la loi de 1986, elle dit que l'État garantit le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de services publics. Ce qui est étonnant, c'est que donc du coup, ça pourrait s'appliquer à Vincent Bolloré. Enfin, typiquement, quand il censure le documentaire sur le Crédit Mutuel parce que c'est un partenaire de Vivendi qui possède Canal+, on est tout à fait dans ce cas de figure-là. Ça a été à l'époque soulevé par les équipes de spéciale investigation. Il y a un cadre législatif qui aurait dû protéger les journalistes à l'époque et qui n'a pas été appliqué. En fait, on dit souvent à tort, enfin on pense souvent à tort que c'est quelque chose qu'on entend parfois. Bah oui, mais Vincent Bolloré, il a sa chaîne, il a ses news, il fait ce qu'il veut. Maintenant, en fait, il fait pas ce qu'il veut parce qu'on utilise des fréquences qui sont des fréquences publiques. Et quand on est actionnaire, qu'on utilise une fréquence, on a un certain nombre de devoirs qui sont cadrés par la loi. Malheureusement, c'est vrai que pour des raisons qui m'échappent, c'est un cadre qui n'est quasiment jamais rappelé, quoi. Bah justement, parlons-en. Dans le cas des crises dont on a parlé, Canal+, Europe 1, est-ce que vous seriez attendu à ce que l'État intervienne davantage et selon quelle modalité ? Alors ça, à RSF, on a mis en place un dispositif avec un certain nombre de recommandations qui nous semblent portables dans le cadre légal existant. Parce qu'on pourra parler de ce que l'on pourrait changer dans la loi, mais si vous prêtez un examen assez attentif du cadre réglementaire et légal qui régit Europe 1, CNews et d'autres chaînes, vous verrez qu'il y a des armes dont pourrait se servir l'État. Il y a une arme symbolique, l'État est quand même au capital de Vivendi, à hauteur de quelques pourcents, certes, mais on pourrait considérer que c'est son devoir moral d'actionnaire que d'alerter des transformations ou des dévoiements de l'objet de l'entreprise. Il y a le cadre de la loi de 1986 renforcé par la loi Bloch qui établit des critères ou pose des principes d'honnêteté de l'information, d'indépendance éditoriale qui ne sont pas respectés de toute évidence. Donc nous, on a enjoint le CSA, et vous verrez, c'est très clairement dit dans les recommandations, de faire respecter ces différents principes. Et enfin, il y a un point qui est très important, c'est que bien sûr, il y a une loi qui régit l'audiovisuel en France, la loi de 86, mais ça se traduit par un cadre qu'on appelle un cadre conventionnel. C'est-à-dire que, pour être très clair, la loi de 86, c'est une loi qui a été créée dans les années 80, à une époque où il y avait peu de canaux de diffusion, donc la rareté imposée de la part de l'État, en échange de la mise à disposition de ce canal à des entreprises privées, des obligations étaient imposées à ces entreprises. Et c'est une négociation, en vérité. C'est une convention qui est établie pour un certain usage, et l'État pourrait, et c'est le cas dans le droit des contrats traditionnels, quand il y a un changement substantiel de l'économie du contrat, par exemple, vous pouvez renégocier un emprunt si vous avez des revenus qui augmentent ou qui baissent, etc. Là, on voit bien que le climat, la situation technologique a profondément évolué, l'actionnariat des entreprises a profondément évolué. Donc on pourrait tout à fait imaginer que l'État renégocie via le CSA les différentes chaînes. Et à notre sens, à RSF, on est convaincu du fait que les conventions ne sont pas assez précises. Je prends quelques exemples. Vous pouvez, comme l'a fait Vincent Bolloré, transformer CNews substantiellement sans toucher à la grille des programmes. La grille éditoriale, la grille des programmes, elle figure dans la convention, elle est en annexe de la convention. Donc, à partir du moment où vous gardez les mêmes créneaux, que vous gardez les mêmes noms et vous changez tout ce qu'il y a dedans, vous pouvez réduire le nombre de journaux, par exemple, ce qui se passe actuellement. La part de l'information devient moindre. Il y a moins de journalisme sur CNews. Il y a moins de cartes de presse sur CNews aussi. Donc, vous pouvez toucher à ça, mais tant que vous ne touchez pas à la grille qui a été déposée auprès du CSA, c'est bon, vous n'avez rien changé. Il faudrait que les grilles qui soient annexées soient plus précises. On pourrait aussi imaginer qu'il y ait des quotas, des pourcentages, des temps d'antenne alloués à l'information qui soient inclus là-dedans. On pourrait aussi imaginer, c'est quelque chose qui nous paraît très important, c'est que l'usage du canal soit plus spécifié. C'est pas la même chose d'être M6, qui est une chaîne, je dirais, généraliste, et d'être une chaîne d'information en continu.
Alors c'est évident, la loi de 86, elle porte bien son nom, elle souffle les 35 bougies, elle est aussi bien essoufflée. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas produit, c'est une réforme de cette loi, une révision de cette loi en profondeur, et qui prendrait notamment en compte l'existence des chaînes d'information en continu. On peut penser, et on n'est pas nostalgique de l'époque d'ITélé, RSF, Dieu sait que c'était une époque complexe qui a alimenté pas mal de griefs contre la presse, mais ce que l'on voit, c'est que là, on est passé d'une chaîne d'information à une chaîne d'opinion. Donc voilà, très rapidement, le paysage de ce qu'on pourrait faire dans le cadre de la loi de 86, il y a beaucoup de choses à faire, et notamment de vraiment spécifier l'usage des canaux. Ce qu'il faut voir de toute façon, c'est que il n'est pas question d'interdire ces news. Enfin, ces opinions-là sont tant qu'elles sont pas illégales, elles ont le droit d'être exprimées. Après, c'est effectivement la façon dont cette chaîne a été transformée sur le modèle des chaînes d'information en général, parce que c'est quand même beaucoup moins cher de mettre 3 pimpins autour d'une table, si en plus ils s'engueulent, c'est mieux, plutôt que de payer un journaliste et un preneur de son, mais disons de payer un JRI pour faire de l'information. Sur CNews, il y a de l'information, toutes les heures, il y a 3 minutes, quoi. Et entre-temps, c'est du débat orienté dans un sens, bon, très bien. Mais après, il ne faut pas non plus interdire le débat et interdire les idées sous prétexte qu'on serait pas d'accord avec elles. Et c'est effectivement, les conventions sont très imprécises, en échange desquelles ces chaînes bénéficient de fréquences gratuites. C'est gratuit tout ça. Et c'est ce qui fait que le CSA, qui intervient très régulièrement malgré tout, sans porter une parole forte, doit sans cesse arbitrer. Si Éric Zemmour dit ça et que Christine Kelly en face lui a dit « Oh Éric », comme elle fait souvent, avec une voix un peu plus détimbrée encore que la mienne, le CSA va dire « Ah oui, donc il y a eu peut-être un peu contradiction », donc le téléspectateur en face qui va peut-être se dire que ce que disait Éric Zemmour n'était pas tout à fait vrai. Donc le CSA est aussi pris dans cette logique-là. Mais surtout, il y a une absence de mobilisation politique qui est sidérante. Sur la grève d'ITélé en 2016, on voyait une certaine Roselyne Bachelot qui était là à peu près aussi souvent que Christophe Deloire, peut-être. Et c'est dire. Et aujourd'hui, elle est ministre de la Culture et elle ne trouve rien à redire à ce groupe qui est en train de se former. Oui, en fait, on se rend compte que le cadre légal est clairement pas du tout à la hauteur actuellement. En fait, et moi, ce qui m'a le plus interpellée dans le documentaire qu'on a vu, c'est que donc la prise de contrôle par Bolloré de ITélé, c'était en 2016. La prise de contrôle par Bolloré d'Europe 1, c'était en 2021. Donc ça fait quand même 5 ans. 5 ans pendant lesquels on aurait pu agir. Et d'ailleurs, quand on regarde en fait l'action du législateur, en 2016, il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi Bloch. Et donc dans les faits, ça mettait en place un certain nombre de principes, comme par exemple la création de comités éditoriaux, d'éthique en fait éditoriale mis en place dans les chaînes et dans les médias papier également. Il y avait aussi une série de garanties de l'indépendance en fait de l'information produite en interdisant aux actionnaires d'intervenir de façon éditoriale dans les actions des journalistes. En fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est que 5 ans plus tard, cette loi n'est pas du tout appliquée, que malgré le fait qu'il y ait des beaux principes, il n'y a pas de force coercitive. Et donc ça, il faudrait vraiment engager des réflexions et surtout interpeller nos élus, et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'ex-plaidoyer, nos élus, nos responsables politiques, pour que des véritables mesures ambitieuses et surtout des moyens de les mettre en œuvre soient pris, quoi. Mais par exemple, qui vérifie ça ? Quand la loi Bloch dit un journaliste a le droit de ne pas révéler ses sources. Il y a un comité d'éthique à Canal+, il y a une charte de déontologie qui a été mise en place. Après, ce comité d'éthique, moi la dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'était au sujet de l'émission d'Éric Zemmour, justement, et qui a fait un texte, pour le coup, qui était très violent, qui était très violent, et disant que cette émission ne pouvait pas se poursuivre en l'état. Le même comité d'éthique qui, quelques mois avant, disait il faut que cette émission soit enregistrée. Ça n'a rien changé. C'est alors que l'émission était enregistrée que Éric Zemmour a parlé des mineurs isolés, tous violeurs, assassins, etc. Donc il y avait derrière, du fait que l'émission était enregistrée, ça veut dire que la direction derrière avait vu ces propos-là et s'était dit que ça passait crème. Pardon pour cette expression de 1998. Elle revient. C'est vrai. Et il y a aussi une charte de déontologie qui a été signée dans des conditions assez déplorables à Canal+, entre une qui
qui était faite à CNews, une autre qui existait dans le groupe Canal+, où il y a aussi des journalistes de sport notamment, ils ont pris aussi très cher. Et il y a une charte qui est ridicule, qui dit par exemple qu'un journaliste a le droit de refuser d'aller faire un sujet sur une filiale du groupe Vivendi. Waouh. Vraiment comprendre et vraiment vous avez normalement en tant que citoyen accès à la majorité de ces documents, que ce soit les conventions, les chartes éthiques, etc., que beaucoup de ces obligations sont des obligations formelles. C'est-à-dire que il semble, et à RSF on est convaincu que le CSA pourrait faire une interprétation plus extensive à la fois de ses pouvoirs mais aussi de sur quoi porte son visa. Et il apparaît que l'autorité de régulation de l'audiovisuel public se contenterait, enfin c'est ce qui vraiment, on est contraint d'arriver à cette évidence, il se contenterait de vérifier qu'il y a bien une charte éthique, il se contenterait de vérifier que la grille éditoriale ne bouge pas, enfin la grille des programmes ne bouge pas, et c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Et la loi de 86, elle est obsolète à bien des égards. Le paysage médiatique et technologique a profondément évolué. Et un des aspects qui nous invite à penser qu'il faut réformer la loi de 86, c'est que la loi de 86, elle porte sur l'exercice du travail des journalistes et la relation que les propriétaires ont avec le média et ce qu'on pourrait mettre en place pour vérifier qu'il y a de l'information honnête, etc. Mais elle porte aussi sur ce qui se passe en amont, c'est-à-dire la concentration des médias. Comment on en arrive à une situation qui est celle que le documentaire décrit, je crois, assez justement, qui est cette concentration. Alors, Direct Matin vient de disparaître version papier, mais vous avez Paris Match, Europe 1, CNews, ça devient une galaxie complètement colossale. Vous pouvez vous retrouver avec des gens, comme ma grand-mère, qui allume la télé, elle regarde CNews, après elle fait sa cuisine en écoutant la radio... et c'est Europe 1, et puis après, le soir, elle lit Paris Match. Donc, ce sont des circuits d'information complets. Donc, la question de la concentration des médias, c'est une question qui n'est pas pleinement prise en compte par la loi de 86, parce que la loi de 86 prévoit des seuils de concentration des médias qui ne sont pas applicables. Ce sont des seuils qui sont absurdes aujourd'hui. Par exemple, vous ne pouvez pas... Alors, c'est des conditions qui s'additionnent, et donc il y a une règle, ce qu'on appelle la règle des 2/3. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans... plus de 2 situations, enfin vous pouvez pas vous retrouver dans 3 situations qui sont énoncées, et dans ces situations il y a une situation qui n'existera probablement jamais. Par exemple, on vous dit que vous ne pouvez pas posséder plus de 20% du tirage de la presse quotidienne nationale. C'est évident que cette loi de 86 elle a été créée pour lutter contre un monsieur qui s'appelait monsieur Hersan, qu'on appelait Papivore, qui achetait des tas de journaux à une époque, notamment des journaux régionaux, de la presse nationale, puisqu'il avait le Figaro. Mais aujourd'hui, on imagine très mal une situation où 20% de la presse quotidienne nationale appartiendrait à la même personne en termes de tirage. Donc, c'est un seuil un peu illusoire, c'est un peu une sorte de plafond qu'on a au-dessus de la tête, mais qui n'a pas d'applicabilité concrète. Donc c'est pour ça qu'il est pour nous urgent de réformer cette loi de 86 pour empêcher la concentration des médias et mettre en place des seuils qui soient réels, applicables, vérifiables, qui prennent en compte l'évolution technologique. Il y a aussi des seuils qui sont assez absurdes aujourd'hui au regard de l'Internet. Par exemple, vous avez un seuil qui est fixé à 20 millions de personnes atteintes par des chaînes. Donc en gros, on imagine dans la loi de 86 qu'il y a une sorte de limite à l'usage ou à la captation des chaînes par le public. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Vous allez sur Internet, on ne peut pas dire que 20 millions de Français ont accès à telle ou telle chaîne. Tout le monde a accès aux chaînes aujourd'hui puisqu'elles sont en ligne. Donc il faut vraiment réviser cette loi de 86. C'est quelque chose que RSF, on a l'intention de porter dans le cadre de la présidentielle parce que ces seuils n'ont plus de sens et on ne peut pas vivre avec une loi obsolète qui a une incidence tellement forte sur notre capacité à nous informer, à nous forger une opinion. Il faut que ça change. Et justement, juste un détail en passant, CNews, histoire de se rassurer un peu, c'est quand même 800 000 téléspectateurs maximum, hein. Chaque jour. C'est moins que Complément d'enquête, c'est moins que N'oubliez pas les paroles, qui est diffusé à la même heure qu'Éric Zemmour, par exemple, avec un peu moins d'effets néfastes. Donc, tout à l'heure, vous expliquez très bien que le groupe de Vincent Bolloré, c'est un groupe qui est devenu une caisse de résonance pour l'extrême droite. Comment vous expliquez que les responsables politiques ne se soient pas saisis de ce sujet plus tôt, en sachant qu'on vit une année présidentielle, et donc que le groupe de Vincent Bolloré va forcément jouer un rôle crucial dans l'opinion publique?
Ils s'en sont toujours pas saisis. Hein. La dernière fois que j'ai entendu un dirigeant public, on va dire, parler de Vincent Bolloré, c'était François Hollande, il n'y a pas très longtemps, dans le Corriere della Sera. Super. Mais sinon, sur le débat public français, c'est un débat qui n'arrive pas. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est des sujets techniques, c'est complexe, c'est dur à expliquer, c'est pourquoi il n'y a pas de... ça n'intéresse pas les élus? Ce que disait Jean-Baptiste Rivoire est vrai dans le documentaire, c'est que Vincent Bolloré, c'est un homme qui pèse. Dans ton complément d'enquête, on avait, j'allais dire Bernard Poignant, oui. Oui, secrétaire général de l'Élysée sous Hollande, qui disait que Vincent Bolloré, ça comptait en Afrique et que c'était même la voix de la France, c'est bien ça? Ouais, non, c'est sûr que c'est quelqu'un qui, Vincent Bolloré, il a réussi à tisser ses réseaux. Alors, après, c'est étonnant parce que moi, pour le coup, j'avais un peu sous-estimé, je crois, en 2016, la dimension politique dans sa prise de contrôle de Canal+ et d'ITélé. Je pensais que c'était vraiment, avant tout, un homme d'affaires, effectivement, quelqu'un qui comprend rien au journalisme et qui n'a pas le même logiciel que la plupart des journalistes et qui ne comprend pas le concept d'indépendance des médias. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un de très corporate et qui, je me souviens, on avait tourné en Guinée, Conakry, l'inauguration d'une petite salle de cinéma au Canal Olympia, donc qui appartenait au groupe Vivendi. Il y avait que des... Bon, nous, on était là pour complément d'enquête, mais sinon, il y avait que des médias locaux guinéens et il y avait une pigiste qui était là-bas et on lui avait demandé, mais vous travaillez pour qui? Elle bossait pour iTélé. Enfin, c'était totalement improbable d'avoir... Il n'y a pas beaucoup de politique étrangère ou de géopolitique sur iTélé. Bon, bah là, on avait l'ouverture d'une salle de cinéma à Conakry filmée par iTélé. Enfin, c'est assez délirant. Donc voilà, pour moi, à l'époque, c'était avant tout quelqu'un qui faisait ça comme un businessman, comme un outil d'influence. C'est-à-dire que Canal+, c'est une marque qui est très influente en Afrique et même si c'était une chaîne déficitaire, bon, bah, Vincent Bolloré, il peut trouver son intérêt à avoir une chaîne de télé qui perd 50 millions d'euros annuels et en échange récupérer des gros marchés publics qui pour le coup pèsent des milliards et des milliards d'euros parce que c'est vrai que c'est un outil d'influence. On avait aussi tourné en Guinée 2 semaines avant l'élection deux semaines avant l'élection présidentielle où clairement Bolloré soutenait Alpha Condé à l'époque, était président candidat. Il avait organisé un espèce de grand concert avec les moyens de Canal+. C'était un concert Vivendi Universal avec des artistes Universal filmé par les caméras de D17. Ça passait D17, je sais plus ce que c'est devenu comme chaîne maintenant, c'est C-Star maintenant. Voilà, ça appartenait aussi à Bolloré donc il avait organisé ce grand concert gratuit pour toute la population guinéenne avec je sais qu'il avait mis en place un espèce de trône pour Alpha Condé qui avait été invité à monter sur scène à la fin pour saluer la foule, qui était acclamé par tout le monde. Clairement, c'était une ingérence dans l'élection présidentielle guinéenne et transposé en France, c'était totalement improbable. C'est comme si, je sais pas, vous retrouviez à 15 jours des élections en France avec, je sais pas, un gros patron qui possède une entreprise qui peut lorgner sur des marchés publics en France, Bouygues, qui organiserait un espèce de grand concert sur les Champs-Élysées, faisant monter sur scène Emmanuel Macron pour saluer la foule. Enfin, c'était totalement délirant. Et j'avais pas, moi, pour le coup... pressenti la dimension, le combat politique de Vincent Bolloré, sachant que c'est quelqu'un qui est copain avec tout le monde. C'est-à-dire que quand il était, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance parce que quand c'est Nicolas Sarkozy qui était président de 2007 à 2012, Sarkozy était un ami de 30 ans, donc ils s'entendaient très bien. Il l'avait invité sur son yacht juste après son élection en 2007. Ensuite, en 2012, quand François Hollande est arrivé au pouvoir, c'est vrai donc ce que disait Raphaël, Bernard Poignant, secrétaire général de l'Élysée, donc très influent à l'Élysée, c'est quelqu'un qui vient de Quimper, qui est aussi un grand copain de Vincent Bolloré, c'est la confrérie bretonne, et donc il avait aussi ses entrées, il était plutôt pro Hollande à l'époque. En 2017, même si ces derniers temps, et pour le coup toi tu as un peu enquêté là-dessus, ces derniers temps ça s'est un peu tendu entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré. Moi je sais qu'à l'époque en 2017, que je me trompe pas, en 2016-2017, pendant la campagne présidentielle, Vincent Bolloré avait invité Emmanuel Macron, qui n'était pas encore tout à fait candidat, qui était ministre de l'économie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec tout
tout le monde. Et pour le coup, moi, la dimension et le fait que Vincent Bolloré roule pour Zemmour ou pour la droite, la droite de la droite de la droite, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais perçu, que je trouvais même un peu surprenant, et j'avais même du mal à y croire. Je sais pas, depuis combien de temps, toi, tu as réalisé que c'était peut-être le cas? C'est vraiment, effectivement, c'est la fin d'ITélé et la transformation de la chaîne qui... Éric Zemmour n'est pas encore là, il arrivera que 3 ans plus tard hein, sur CNews. Ouais, il était là, il a été viré. Il s'est fait virer par les gens qui se sont fait virer plus tard par Bolloré. Exactement. Et c'est la première colère de Vincent Bolloré à Canal+, c'est quand il a appris que Éric Zemmour avait été viré en fin 2014, je crois, alors qu'il était déjà actionnaire de Vivendi. Oui, non, mais il installe toutes les Charlotte Dornelas dont je vous parlais, sont installées bien avant, Pascal Praud, Jean-Marc Morandini, tous ces gens-là sont installés pendant 2 ans avant qu'Éric Zemmour arrive à l'antenne. Et Éric Zemmour, c'est lui-même qui le dit dans Valeurs Actuelles, faut bien tout lire, en août 2020, on lui demande comment il est arrivé sur CNews. Et il explique que c'est Vincent Bolloré qui l'a invité à déjeuner et qui se sont découverts des points de convergence intellectuelle. Voilà, et c'est lui-même qui le dit, donc c'est fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus ce mouvement qui s'est vraiment opéré après ton complément d'enquête, finalement, de politisation de l'antenne, d'éradication de tout ce qui était humour. Et Canal+, c'était pas non plus les Sex Pistols, quoi, en matière de... c'était pas non plus... ça s'était calmé de toute façon. Mais c'est vrai que c'est ensuite que c'est arrivé avec l'éradication de l'humour, de tout ce qui était un peu rebrousse-poil, quoi. Il reste Groland, bizarrement. Pardon. Je veux juste rajouter qu'il y a un fait qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la législation n'a pas évolué aussi vite que Vincent Bolloré. Par exemple, la loi Bloch, elle prévoit que les intérêts économiques, mais pas les intérêts politiques, c'est pas spécifié, de l'actionnaire ne doivent pas entraver la marge de la rédaction. C'est amusant de voir que c'était quelque chose qui n'était pas anticipé par le législateur en 2016. Et en fait, Vincent Bolloré, il a changé. Son business model a changé d'ailleurs. Vous verrez, si vous regardez l'évolution du chiffre d'affaires de ces entreprises, il y a une baisse de la part relative que représentent ces activités portuaires, de transport en Afrique notamment. Et aujourd'hui, l'activité média est devenue prépondérante dans son groupe. Donc il y a une véritable évolution économique, évolution politique de Vincent Bolloré. Effectivement, beaucoup de gens traduisent le fait que ses amitiés se sont peut-être droitisées, que le retour des préoccupations et des valeurs chrétiennes est plus prégnante maintenant. Il y a un très bel article là de La Croix là-dessus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fort. Et pour répondre à la question sur l'inaction politique aujourd'hui, sans trahir des conversations qu'on aurait pu avoir, je pense qu'il est important de comprendre que chez les décideurs publics aujourd'hui en France, il y a un débat entre l'opportunité et le précédent. En gros, est-ce qu'il est opportun, alors que l'instrumentalisation d'une nouvelle régulation contre Vincent Bolloré pourrait être véritablement utilisée politiquement, est-ce qu'il est opportun d'opérer un changement qui pourrait être qualifié de censure par, grosso modo, le camp de Vincent Bolloré. Ça se discute. Et de l'autre côté, il y a le camp de ceux qui sont favorables à empêcher un précédent, puisqu'après, et on le voit déjà, après, c'est déjà en train de se faire, c'est M6 TF1, c'est le déploiement de groupes de médias qui sont de plus en plus gros. Alors, il y a des arguments économiques qui sont entendables. Moi, il ne m'appartient pas de décider ou de définir s'il est intéressant d'avoir un champion européen de M6 et TF1. Il ne m'a pas échappé que c'était un Allemand qui vendait une partie de ces groupes. Donc, l'hypothèse d'un champion européen, elle a peut-être déjà été étudiée. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce débat. Vaut-il mieux agir et quitte à passer pour liberticide ou créer un précédent ou ne pas créer un précédent. Enfin, c'est vraiment ça, je pense, la croisée des chemins à laquelle on est. Et je pense que vous avez compris la position des RSF. Il vaudrait mieux ne pas laisser créer ce précédent.
Et pour abonder dans ce sens, au sujet de l'inaction des pouvoirs politiques, on voit quand même qu'en ce moment, c'est peut-être important de le rappeler, au Sénat actuellement, il y a une commission d'enquête qui est en train de se tenir sur la concentration dans les médias justement. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de faire émerger des propositions et surtout que les pouvoirs publics puissent se saisir de ça. Après, l'outil de la commission d'enquête étant ce qu'il est, on va voir ce qui va en être par la suite. Mais c'est déjà un pas, en tout cas rassurant pour les citoyens, de se rendre compte que ces questions, au moins, ont le mérite d'être posées au Parlement, quoi. Je voulais juste revenir sur l'histoire de votre grand-mère qui vit dans la galaxie Bolloré, mais elle ne le sait pas, parce qu'elle écoute la radio Europe 1 et elle lit Paris Match, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'efforts de transparence vis-à-vis des Français? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de savoir à qui appartiennent les médias et quelles sont leurs colorations politiques? Ma grand-mère n'en a absolument aucune idée, vraiment. Elle sait pas. Elle ne le sait pas. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure. Le contrôle est différent de la propriété en plus. C'est ça qui rend les choses particulièrement subtiles. C'est-à-dire que tout le monde a une vague idée. Ce média, il serait plutôt ceci, plutôt de droite, plutôt de gauche, plutôt libéral, plutôt anti-libéral, etc. Mais savoir quels sont en anglais, on a les vested interests, les intérêts cachés, c'est ça qui doit véritablement être pris en compte. Et dans les propositions qu'on porte sur la réforme de la loi de 86, il y a véritablement un travail sur cette notion de propriétaire, de bénéficiaire final de l'entreprise de presse. Et c'est quelque chose sur lequel on avait déjà travaillé d'ailleurs avec Julia Cagé il y a quelques années dans une étude qu'on a faite avec Sciences Po. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un travail de fourmi pour remonter à la source actionnariale de beaucoup de médias. Bon, dans certains cas, c'est très clair, mais il y a beaucoup de cas où c'est très compliqué. Par exemple, je sais pas, il existe des quotidiens en France où vous ne savez pas qui sont directement les actionnaires. Sachant que pour le coup, c'est possible de bosser dans un média. Alors oui, le journalisme indépendant et les jours, c'est forcément, on s'informe mieux en lisant les jours qu'en regardant le JT de TF1, je pense. Mais moi, j'ai bossé par exemple 5 ans à TF1, qui appartient toujours au groupe Bouygues. Je me suis fait le quinquennat de Sarko de 2007 à 2012 à TF1. Donc a priori, c'était pas une période hyper rose. Et néanmoins, on avait créé un service enquête. On enquêtait sur les affaires Bettencourt, sur des affaires qui dérangeaient le pouvoir en place. Et voilà, faut pas être, je pense, trop caricatural. Il y a souvent plus d'autocensure que de censure. Et en vrai, avec une vraie rédac un peu mobilisée, militante, etc., on arrivait à faire du vrai journalisme, même si on appartenait à une chaîne qui elle-même appartenait à un groupe très pote avec le président de la République de l'époque, on va dire. Et voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça parce que voilà, tout le monde n'est pas aussi caricatural que Vincent Bolloré. C'est-à-dire que je pense que Bouygues, par exemple, alors tu parlais des années 90, je pense que le Bouygues des années 90, c'était vraiment une vaste blague et pas très éloigné finalement de ce que fait Vincent Bolloré aujourd'hui. Et je pense que Bouygues et TF1 se sont un peu normalisés dans les années 2000-2010. Et en revanche, je pense qu'il y a une vraie singularité de Bolloré en tant que patron de presse, même si voilà, faut pas être complètement naïf. Je pense que Bernard Arnault, avec ses médias, aime bien protéger ses intérêts, Dassault avec le Figaro. Enfin voilà, je suis pas complètement naïf, mais néanmoins j'ai l'impression que Vincent Bolloré, il y a une vraie singularité, c'est-à-dire qu'il pousse à l'extrême. C'est presque une caricature de lui-même, une caricature de patron de presse qui aime pas vraiment le journalisme. Et je pense qu'ils sont pas tous comme lui, heureusement. C'est marrant, effectivement, ce drôle de bonhomme qui est Bolloré. Il fait des choses très très grossières dans son gratuit direct CNews Matin, je ne sais plus comment il s'appelait maintenant, qui est mort il y a 2 semaines maintenant. La personnalité politique qu'on voyait le plus souvent, c'était Anne Hidalgo. Pas parce que ça se passait à Paris, mais parce qu'Anne Hidalgo était cliente de Vincent Bolloré via les Autolib. Et il fait des choses aussi qui sont aussi grossières que ce qu'on voit des fois dans le Canard enchaîné, où vous voyez sur le je sais pas quel canard municipal où il y a 23 photos du maire. Il fait des choses aussi grossières que ça. Et effectivement, moi j'ai travaillé par exemple, donc je vous disais 15 ans à Libération avec des actionnaires différents, dont Édouard de Rothschild par exemple. J'ai jamais eu aucun problème de censure. La seule censure, elle était économique en fait.
à savoir de réduction des coûts en permanence, qui fait que moi, quand je suis arrivé dans le service média où j'ai commencé, il y avait 11 personnes. Quand je suis parti, il n'y avait plus personne parce que je partais. Ouais. Pareil, il avait à l'époque un journal qui s'appelait Direct Soir, et pendant qu'il négociait des marchés publics, pour Bolloré, donc en plus qui est une entité différente, Bolloré Africa Logistique, donc pas son activité média, il négociait avec l'État du Cameroun une concession ferroviaire, et quand Paul Biya était venu en France, il avait mis à la une de Direct Soir Paul Biya. Alors c'est pareil, c'est pas forcément un événement incroyable d'avoir la venue du président camerounais en France. Bon, il avait mis en une, et il y avait eu tout un article, un portrait de Paul Biya réalisé par une journaliste que j'avais eu à l'époque au téléphone, et qui m'avait raconté qu'on lui avait fait sauter un paragraphe, le paragraphe sur sur les droits de l'homme, sur Paul Biya qui est président du Cameroun depuis 30 ou 40 ans. J'avais eu d'autres journalistes aussi à l'époque de Direct. Direct, enfin je sais plus comment, il y a eu plein de noms. Peut-être Direct Soir, ça n'a pas été une télé, ou Direct D17 peut-être, enfin bref. Et elle me racontait, elle, qu'à chaque fois qu'il y avait un chef d'État africain qui venait en France, comme la plupart du temps il négociait des marchés publics avec Bolloré Africa Logistique, elle était envoyée dans un hôtel pour faire des fausses interviews. Donc elle interviewait le chef d'État pendant des heures, et ça passait jamais à l'antenne. Et elle me racontait, je faisais ça pour que les chefs d'État africains se sentent flattés, et que au cours d'une négociation, quand ils avaient à choisir entre plusieurs candidats, ils pourraient peut-être privilégier Bolloré. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'ai pas connu beaucoup de médias, mais j'ai des copains, des collègues un peu partout. C'est vraiment du jamais vu. C'est-à-dire que là, on a affaire vraiment à quelqu'un qui a une vision de la presse absolument, presque grotesque. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Bolloré, c'est que son idéologie a rejoint son business finalement. Et les deux sont en train de s'aligner. Ça fait que on en est à 2-3 messes maintenant diffusées sur CNews. Encore une fois, c'est pas interdit, mais c'était jamais arrivé sur une chaîne d'information, ni privée ni publique d'ailleurs. Qu'on a un téléfilm qui est un brûlot anti-avortement qui est diffusé sur C8, sur C8, et que des choses se passent. Il y a un secteur moi sur lequel j'ai jamais réussi à faire témoigner qui que ce soit, qui est le cinéma. Je ne sais pas si tu avais enquêté dessus à cette époque-là, mais il y a plusieurs films comme ça qui n'ont plus été financés par Canal+, parce que Vincent Bolloré a dit non. C'était le cas du film de François Ozon, j'espère que je dis pas... Grâce à Dieu, voilà. Plus un autre film sur l'armée, et un autre sur l'homosexualité. Et là, c'est là où c'est fou, c'est que c'était directement le lien direct entre l'argent et le cinéma. Aucun de mes interlocuteurs du cinéma, qui sont pourtant des gens parfois assez rebelles, n'a accepté de parler, fût-ce en off, quoi. Je pense que sans faire de la psychologie de comptoir, ce qui est important, c'est de voir que les manœuvres de Vincent Bolloré au cours de ces dernières années, au cours des 5 dernières années, parce que là on vient d'évoquer un paysage qui a quand même pas mal évolué, elles ont été largement impunies. Et voire même, on peut considérer que le fait que le monde du cinéma ait complètement maintenu une grande partie de ses relations avec Canal+, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, selon certains experts de la Bolloré Galaxy, ce serait même un espèce de booster moral pour Bolloré, de se dire moi j'ai les stars de cinéma, c'est moi qui les fais vivre, etc. La presse, on voit bien, c'est un peu plus coton. Les journalistes se laissent un peu moins faire. Mais cette espèce de fonction du cinéma dans sa psychologie serait manifestement assez forte. Peut-être avant de passer aux questions de la salle, une question sur les citoyens. Parce qu'on produit des enquêtes, on produit des documentaires, c'est pour que le grand public soit informé. Donc quand on est un citoyen et qu'on est préoccupé par ce qui se passe, on fait quoi ? À part faire un don à Reporters sans frontières et un bout des médias. J'allais faire une réponse corporatiste en disant on s'engage à un bout des médias et à Reporters sans frontières. Non, sans mauvaise blague, c'est vrai que c'est mon cas. Moi, je suis pas journaliste, je suis citoyenne et je suis simplement alarmée par la situation, que ce soit Bolloré, mais en fait que ce soit d'autres types d'actionnaires qui agissent et qui
contreviennent à la liberté des journalistes et à l'indépendance des journalistes. Moi, je me suis mobilisée aussi avant pour contre la situation à Sciences et Vie, dont vous êtes probablement familier. Mais donc, pour rappel, la mobilisation pour Sciences et Vie, c'était donc en 2019, le groupe Reworld Media a repris le contrôle de toute une série de titres, dont Sciences et Vie, qui est donc un magazine scientifique centenaire qui a été créé en 1913, donc dont les citoyens avaient, en lequel les citoyens avaient véritablement confiance. Et en fait, progressivement, l'actionnaire Reworld s'est rendu compte que c'était quand même une bonne façon de faire des économies, de faire en sorte de pousser les journalistes à la démission. Et donc, il y a eu une dissociation entre la rédaction web et la rédaction papier du magazine, où pour la rédaction web, en fait, ils ont décidé de plus avoir recours à des journalistes, mais à des producteurs de contenu. Donc, allez savoir ce que ça veut dire. En tout cas, c'était pas des journalistes. Et donc, l'effet de cette prise de contrôle-là, ça a été qu'il y avait des articles factuellement faux qui étaient publiés sur le site web de Sciences et Vie, alors que les citoyens, encore une fois, avaient confiance en ce qui était produit. Il y avait des traductions littérales mot pour mot d'articles qui avaient été publiés dans d'autres langues et qui étaient donc pas du tout vérifiés ni vérifiables, etc. Et donc nous, ce qu'on a fait en constatant ça, c'est une mobilisation populaire. En fait, on a créé de l'information sur le sujet, on a mobilisé des citoyens, on a écrit une pétition, on a eu quasiment 30 000 signataires pour faire en sorte simplement de se rendre compte de ce qui était en train de se passer. Et malheureusement, l'actionnaire n'a pas fait demi-tour, et donc les journalistes ont finalement dû démissionner, en fait, parce qu'ils n'étaient simplement pas d'accord, ce qui était tout à fait normal avec ce qui était en train de se passer. Et grâce à la mobilisation, les journalistes ont choisi de rebondir et de créer un nouveau média qui s'appelle Epsilon, et donc qui aujourd'hui crée de l'information scientifique en toute indépendance. Et ça a été grâce à la mobilisation des citoyens. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des leviers d'action qui sont possibles via la mobilisation populaire, et j'espère que ça pourra se généraliser, même si j'espère surtout que le cadre légal pourra évoluer et faire en sorte que ces situations ne se reproduisent pas, en fait, tout simplement. Je crois qu'effectivement, on peut s'informer sur les possibilités qui existent de mobilisation contre ce genre de pratiques. Un bout des médias, RSF sont là. Je pense qu'il y a aujourd'hui un climat contre le journalisme qui n'est pas favorable. Il faut revenir à ce qu'était la critique des médias, qui n'était pas la haine des médias, qui n'était pas une sorte de culture populaire en défaveur, une espèce de fatalité aujourd'hui qui peut s'exercer contre les reporters de terrain, contre les journalistes, tous corrompus, tous pourris, etc. Il y a vraiment aujourd'hui la possibilité de faire évoluer le cadre réglementaire, le cadre légal. Ça implique donc de l'action citoyenne, de l'action associative, un vote. Et je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de tout ça et se mettre dans une perspective critique à l'égard du système. C'est quelque chose qui concerne les journalistes et les citoyens, on en a parlé, mais c'est aussi une économie qui tient parce qu'il y a des gens qui regardent ces chaînes, parce qu'il y a des actionnaires qui les financent, parce qu'il y a des journalistes ou des éditorialistes qui apparaissent. Donc je pense que ça vaut la peine de se lancer, alors sans haine des médias, mais dans une réflexion critique qui ne peut être que productive. Merci beaucoup. Je propose de passer aux questions de la salle. C'est plus simple, je suis devant. J'avais simplement une petite question. On a beaucoup parlé de la personne de Vincent Bolloré, et, enfin, je veux dire, d'un aspect presque psychologique, et en même temps, il y a quand même de quoi faire. Mais je ne sais pas, dans l'hypothèse où demain, il y aurait un terrible accident de voiture parce que les gens roulent mal à Paris, à quel point il a verrouillé son système, le document s'appelle le système B, pour que ça puisse lui survivre. Je sais qu'il a une famille où il y a pas mal de gens, je crois qu'il y a son frère à la tête de Havas, c'est pas son fils. Bon, il y a une famille en tout cas derrière, il y a pas mal de gens dont vous parliez qui étaient inféodés à son système. C'est quoi les verrous qu'il a pu placer pour que ça reste pérenne ? Tout l'argent remonte chez lui, en fait. Ça, c'est un vrai sujet parce que Vincent Bolloré a toujours dit qu'il prendrait sa retraite le 17 février 2022. C'est dans 3 mois.
pour les 200 ans du groupe, et il a une succession qui n'est pas du tout assurée, parce que ce qu'il faut voir avec Vincent Bolloré, qui est encore un gag de ce bonhomme, c'est qu'il n'a aujourd'hui pas de fonction exécutive chez Vivendi, ni chez Canal+. Canal+, il y est tous les mardis pour continuer de régler la moindre affaire courante, et qu'il est derrière chaque décision qui se prend dans son groupe, ou même pas dans son groupe, pour parler de Lagardère et d'Europe 1. Mais il a placé en fait ses enfants. Il a dû en placer 4, je crois, et il y en a un 5e qui doit être le mauvais petit canard qui a disparu, je ne sais pas où. Il y a toujours un mauvais petit canard dans ce genre de famille. Mais effectivement, c'est un mythe de penser que Vincent Bolloré va s'arrêter, parce que ses enfants sont pas à la hauteur du personnage qu'il est lui. Yannick Bolloré, il doit avoir 42 ans, c'est le patron d'Havas. On n'a pas parlé d'Havas, qui est encore une propriété de Vincent Bolloré. Havas, c'est une agence de publicité, doit être la 2e ou la première au monde, ou en tout cas dans les 5 premières. Et ça pèse aussi énormément. On ne voit pas pour l'instant se créer de choses, ce côté politique dans la pub, c'est plus difficile. Mais la succession de Vincent Bolloré, c'est un vrai sujet. Oui, bonsoir. J'ai une petite réponse pour Cécile et une question. Alors, la réponse pour Cécile, c'était qu'est-ce qui existait pour les citoyens. Depuis 2 ans, il existe un conseil de presse. Il y en a une 20aine en Europe et une centaine dans le monde. Et en France, il a été constitué il y a 2 ans. Et c'est le conseil de déontologie journalistique et de médiation. Et en fait, n'importe quel citoyen peut saisir ce conseil, qui est tripartite, avec des journalistes, des éditeurs et des représentants du public. Et il s'appuie sur des chartes pour analyser si effectivement il y a eu des manquements déontologiques. Donc c'est un conseil qui a été saisi 500 fois déjà en 2 ans, alors qu'il est finalement assez peu connu, donc qui remplit une forme de fonction. Donc ça, c'était la petite réponse. J'ai une question. Moi, il y a quand même quelque chose qui est assez sidérant dans le film. C'est finalement les procédures bâillons, et notamment cette incapacité de la justice à rembourser les frais d'avocat ou les dépenses quand il y a des procès qui sont perdus. Il me semblait que le code, enfin en tout cas je sais que le code de procédure pénale, il y a un article, je crois que c'est l'article 700, qui prévoit le remboursement de certaines sommes, et il me semble qu'il y a une exception pour la presse, ce qui me semble totalement délirant, et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de mobilisation justement pour essayer de rétablir une forme de justice évidente. Pour le coup, vous avez tout à fait raison. Enfin, moi, je savais pas du tout. Je l'ai appris à mon corps défendant quand j'ai été attaqué. Moi, j'étais persuadé que quand on gagnait un procès, on nous remboursait des frais de justice. Et en fait, on vous rembourse des sommes forfaitaires, en fait 3 000 ou 5 000 euros. Il y a même une fois, on a réussi, je crois que c'est dans la procédure pour... au tribunal de commerce, il réclamait 50 millions d'euros de dommages et intérêts à France Télé. Ça avait été jugé comme abusif par la justice. Donc en fait, France Télé a fait condamner Bolloré pour procédure abusive, et on l'a même fait condamner à 22 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Et je sais que mon avocat, pourtant c'est quelqu'un qui a de la bouteille, Jean Castelin, qui était ancien bâtonnier de Paris, donc était hyper content. Il disait, c'est la première fois de ma vie que j'obtiens autant de dommages et intérêts dans une procédure abusive, etc. 22 000 euros, apparemment, je sais pas s'il y a des avocats dans la salle, mais apparemment c'est beaucoup, ça n'arrive quasiment jamais. Et sauf qu'en fait, il faut se rendre compte que 22 000 euros, c'est rien comparé. Donc on a eu 22 000 euros par-ci, 3 000 euros dans une autre procédure, 4 000 dans l'autre, et au final, on a peut-être remboursé à France Télé 30 000 euros. Sachant que moi j'ai jamais réussi à avoir le chiffre exact auprès de ma direction juridique, mais je sais que ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros de procédures, parce qu'en fait ça va très vite. On a des procédures au pénal, des procédures au commerce, des procédures devant la Cour de cassation, donc à chaque fois c'est des avocats différents qui doivent y aller, qui doivent se rendre sur place. On a aussi j'ai eu le chiffre la semaine dernière par mon service juridique, on en est au Cameroun à 38 audiences. On a eu 38 audiences, et à chaque fois il y a une demande de renvoi de la part des avocats de la Socapalm, donc
filiale du groupe Bolloré. Et donc à chaque fois, nous on paye un avocat du barreau de Douala qui doit se rendre sur place, et c'est des frais d'avocat donc qui sont délirants. Quand on a fait notre procédure au pénal en première instance et en appel, on a dû faire venir un témoin sur place, donc on paye le billet d'avion. Enfin, en fait, ça chiffre très très vite, et on en est à plusieurs centaines de milliers d'euros, 400 000 euros peut-être, et pourtant on nous a remboursé 30 000 euros. Donc heureusement, moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans une entreprise, France Télévisions, et puis je suis soutenu par ma direction, par ma présidence actuelle. Donc il y a une forme on se bat un peu pour la gloire entre guillemets, parce que on sait qu'une procédure pour diffamation, faut pas la perdre. On sait que c'est symboliquement, ils savent qu'il faut me soutenir même si ça coûte cher. Mais je serai dans une boîte de prod, je serai journaliste indépendant, je bosserai pour une plus petite entreprise. On me dirait peut-être ça va, une procédure pour diffamation perdue, c'est 1 000 euros d'amende ou même 1 euro symbolique, c'est pas très grave, on va arrêter de se défendre et c'est pas grave si au final tu perds ton procès. Et moi c'est ça que je trouve assez terrible dans ces histoires-là, c'est qu'effectivement, même quand vous... même, c'est ce que je disais dans le documentaire, même quand vous gagnez, vous perdez au final. C'est-à-dire on a gagné nos 5 procédures en France, mais au final, on a perdu beaucoup d'argent, peut-être pas autant que le groupe Bolloré, mais il en a plus que nous, c'est ça le problème. Et puis surtout, il peut dissuader des journalistes qui sont dans des structures un peu plus précaires d'enquêter sur ces affaires africaines, parce que oui, c'est sûr que ça fait peur. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment quelque chose pour le coup que j'ai découvert, et à l'époque, on s'était un peu mobilisé avec d'autres journalistes qui avaient été traînés en justice par Vincent Bolloré. On avait réclamé une législation sur ce qu'on appelle donc les procédures bâillons, comme ça existe dans certains pays comme au Canada par exemple, et on avait nous réclamé que soit mis en place une procédure permettant en fait de condamner la personne vous attaquant abusivement au montant de l'amende qui vous réclame, enfin de l'indemnité qui vous réclame. C'est-à-dire que nous, typiquement, Bolloré, il nous a réclamé 450 000 euros au pénal, donc à moi personnellement et à ma PDG, Delphine Ernotte, et il a réclamé 50 millions d'euros au tribunal de commerce. Si jamais il y avait une législation sur les procédures bâillons qui existait en France, on pourrait du coup demander à Vincent Bolloré non pas 22 000 euros, qui est vraiment un record de la justice française, mais 50 millions d'euros potentiel, ce qui pourrait peut-être calmer un petit peu ses ardeurs. Malheureusement, ça a fait un petit peu de bruit à l'époque, on avait été repris médiatiquement, mais jamais politiquement. Il y a eu une tentative au niveau européen, en droit européen. Il y a un terme un peu barbare, ça s'appelle les SLAP, donc les procédures bâillons en anglais, on appelle ça les SLAP. Ça veut dire, je ne sais plus comment, mais en fait c'est les strategic lawsuits. Voilà. Et c'est une arme de dissuasion massive. Et le processus qui est actuellement à l'œuvre en droit européen, il n'est pas sûr d'arriver à son terme. Et je pense que c'est vraiment important de garder ça dans votre œil citoyen, parce que c'est quelque chose, et le cas de Bolloré est typique, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas dans un seul pays, il attaque dans plein d'autres pays. Donc avoir une réponse, par exemple, en droit européen, ce serait déjà un vrai grand plus, puisque ça permettrait de cibler ces personnes qui abusent de la plainte en déposant devant des juridictions extrêmement différentes. Donc les SLAP, malheureusement, RSF s'est mobilisé là-dessus aussi, on n'est pas sûr que ça aboutisse au niveau européen, mais suivez ce dossier, vous allez voir, c'est un dossier intéressant parce que ça brasse beaucoup d'intérêts politiques, économiques, et le lobbying qui a été fait au niveau européen a en grande partie amoindri le plaidoyer qui a été fait par des ONG pendant ce temps-là. Sachant que même dans ces procédures, enfin c'est ça qui était hallucinant. C'est-à-dire que moi je pense que un patron de presse qui s'estime diffamé peut porter plainte contre un journaliste, mais là où c'est vraiment aberrant de la part de Vincent Bolloré, c'est que dans ces procédures, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire que moi quand j'ai reçu j'étais hyper serein au départ quand j'ai su qu'il nous attaquait, parce qu'on a toutes les preuves de ce qu'on dit dans le reportage, mais quand j'ai reçu les conclusions de l'avocat de Vincent Bolloré 4 jours avant le procès, je me suis rendu compte qu'il avait inventé des fausses citations, c'est-à-dire qu'il met le script du reportage, et il avait rajouté, et donc c'était un mélange de vrai et de faux, c'est-à-dire qu'il y avait des vraies phrases, et il rajoutait des petits mots diffamatoires, disant voilà, Walex par exemple, il disait oui, Walex dans son reportage dit que Vincent Bolloré est un négrier, entre guillemets le mot négrier. Je me dis mince, mais c'est dingue, j'ai pas dit négrier, ou peut-être qu'à un moment il y a une pancarte avec peut-être des manifestants qui disent il est négrier, etc. Mais c'est mis entre guillemets, ça m'est attribué, et en fait il faut aller à la page 3440
48 du dossier pour voir qu'en fait, il fait référence non pas à une citation du reportage, ni à une pancarte ou quelque chose qui apparaîtrait dans le reportage, mais simplement en fait à un commentaire Facebook d'une dame qui a, en plus avant la diffusion du reportage, c'est-à-dire qu'on poste la bande-annonce sur le compte de complément d'enquête, il y a une dame qui dit « Ah, j'espère que France 2 aura le courage de dénoncer Vincent Bolloré le négrier », et ça devient France 2 et Tristan Walex ont dit que Vincent Bolloré était un négrier, et ça, il y en avait des centaines, enfin vraiment, avec aussi des faux constats d'huissier faits au Cameroun, enfin vraiment des trucs complètement aberrants. Et ce qui était dingue, c'est que autant j'étais hyper confiant au moment où moi j'étais attaqué en justice, autant quand j'ai reçu les conclusions de l'avocat, donc totalement mensongères et totalement manipulatoires, etc., je me suis dit mince, c'est sûr je vais perdre, c'est sûr je vais être condamné. C'est-à-dire que j'ai lu les 3000 pages de conclusions, je me suis dit mais c'est qui ce journaliste de France 2 qui a fait n'importe quoi? Enfin c'était absolument dingue. Et moi j'ai un peu douté, je me suis dit, alors mes avocats étaient un peu plus confiants que moi en me disant ah c'est une stratégie de manip, sachant que eux-mêmes me disaient on n'a jamais vu ça, en général ça se fait pas. Quand on cite un reportage, quand on scripte un reportage, on donne vraiment les termes du reportage, on n'invente pas des mots qui n'existent pas. Et encore une fois, c'était pas sur un cas, il y avait des dizaines et des dizaines de fausses citations qui nous étaient attribuées. Et oui, moi je me suis dit, j'espère que la justice va bien faire son travail, qu'elle va prendre le temps. On sait que la justice est débordée. Je me suis dit à un moment, s'ils n'ont pas le temps et qu'ils regardent juste les conclusions de l'avocat, c'est sûr que je suis mort. Et bon, heureusement, ils ont bien fait leur travail, mais pour le coup, c'est un peu flippant. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez pas le temps, moi j'avais passé 4 jours et 4 nuits à tout décrypter, à pouvoir dire au tribunal non mais attendez, ça il dit que j'ai dit ça, mais regardez le reportage, je dis pas ça, regardez ce constat d'huissier, en fait c'est un faux constat, etc. Donc j'ai pu me défendre, et puis j'avais des avocats payés par France Télé qui ont pu me défendre aussi. Mais si vous avez un peu moins de moyens, si vous avez un peu moins de temps, ou si vous êtes un peu plus fragile, enfin c'est mort. Vous pouvez aussi être condamné à tort parce qu'il emploie des moyens terribles et assez malhonnêtes dans sa manière d'essayer de rendre justice. J'espère que je ne vais pas avoir un procès pour avoir dit malhonnête. Enfin, je dis malhonnête au sens pas légal du terme. Si Vincent nous écoute, ne le prends pas mal. Je veux parler au sens moral. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai deux questions. Par rapport à la notion de médias d'opinion, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est rentré dans les mœurs que le Figaro c'est à droite, Libé c'est plus à gauche. Et maintenant, à la télé, donc comment... alors déjà, du coup, lorsqu'on vient d'en parler, je me suis dit, mais où est-ce que c'est écrit, entre guillemets, que le Figaro c'est à droite et que l'UMA c'est à gauche, par exemple? Et du coup, comment on pourrait dire aujourd'hui que CNews devient à droite, voire extrême droite? Comment faire en sorte que les gens aient cette notion-là, qui est plus historique aujourd'hui en pratique? Enfin, je ne sais pas, je m'interroge. Et deuxièmement, tout ce que vous me dites, ça me crée presque une angoisse, c'est effrayant. Et on ne parle pas de là, vous êtes tous des personnes qui je ne sais pas si vous êtes courageux. Est-ce qu'il y a eu dans tous vos collègues des drames humains, des gens qui... Parce que s'ils ne parlent pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'ils ont peur pour leur vie, pour leur famille? Est-ce que ça va loin? Est-ce que c'est une mafia? Moi, ça me fait angoisser. Pour leur vie, non. Non, on n'est pas là-dedans. Enfin, moi, j'ai jamais été confronté à des... J'ai déjà entendu des choses sur des gens qui vont écrire sur Cyril Hanouna et qui se retrouvent avec des gens bizarres qui rôdent en bas de chez eux, si vous voulez. Mais moi, j'ai jamais entendu de choses comme ça. Mais après, c'est des choses toutes bêtes. Hein. C'est des... moi, je l'ai vu à CNews, je l'ai vu à Europe 1. C'est des situations très personnelles, hein, de gens qui... des femmes seules avec des enfants qui se disent moi je peux pas partir parce que j'ai des enfants. C'est des choses aussi triviales que ça, hein. Ça va se jouer avec ça. Là, après sur l'extrême droite,
CNews, il suffit d'écouter, hein, il suffit de passer, peut-être prendre un petit Tranxène avant, mais si vous passez une journée sur CNews, toute la journée, vous allez avoir non seulement, même si vous avez plus Éric Zemmour, vous avez quand même toujours cette même tonalité qui est là en permanence. C'est comme ça qu'on voit l'extrême droite se manifester. Je tiens à dire que moi j'ai employé le terme d'opinion par opposition à la notion d'information. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, et ça on l'a redit, la chaîne d'information en continu traditionnelle des années 2010, elle est largement finie. Le JRI qui courait après le RAID pour essayer de savoir s'il y avait vraiment quelque chose qui se passait là, à tel endroit, etc. C'est plus ce qui est produit actuellement sur CNews, où il y a des débats, où il y a de l'opinion, il y a vraiment des gens qui expriment des opinions, alors plus ou moins informés, ce sont plus ou moins des spécialistes, mais la part d'information brute a largement disparu. Donc c'est pour ça que, pour moi, la notion d'opinion s'impose vraiment la notion d'information. Et après, sur la question de comment connaît-on la ligne éditoriale d'un média, là, il y a un travail, de même qu'il y a un travail à faire sur la propriété des médias, à mon sens, il y a aussi un travail à faire sur la publicisation, la transparence de la ligne éditoriale. À Reporters sans frontières, on a développé une solution qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, qui vise à pousser les médias à plus de transparence en faisant, ils font volontairement le choix de dire qui sont les propriétaires, de savoir quelle est leur ligne éditoriale, quel type de contenu ils proposent, etc. Il ne faut pas considérer, je crois que ce serait un peu liberticide de considérer le journalisme engagé ou le journalisme d'opinion comme quelque chose qui doit être réformé ou disparaître, mais par contre, effectivement, plus de transparence et surtout aussi plus d'informations. Et je crois qu'on peut faire les deux de façon très habile. On peut informer tout en laissant connaître son opinion. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à bien des égards, le journalisme est considéré comme un genre littéraire, parfois, etc. Il y a vraiment une capacité à combiner l'information et l'opinion. Je crois que ce qui nous arrive avec CNews, c'est plus qu'il ne reste quasiment plus que l'opinion. Je vais passer le micro, mais juste je voulais dire, par rapport à ce que vous disiez, on s'en rend compte. Enfin, oui, nous, on s'en rend compte, mais est-ce que, je pensais à votre grand-mère, bon, elle est sûrement pas idiote, elle s'en rend compte, mais d'autres personnes je sais pas, est-ce que tout le monde s'en rend compte ou est-ce que l'influence, elle n'est pas de façon vicieuse, voilà, parce que quand on achète le Figaro, on fait l'acte d'acheter le Figaro, on va donner de l'argent, on sait, enfin, je sais pas. Là, c'est plus effrayant parce qu'on va allumer la télé, on tombe sur ça, on écoute, ça rentre sans qu'on s'en rende compte. Enfin, c'est beaucoup plus vicieux. Oui, c'est plus pernicieux. Et d'autant plus avec quelqu'un comme Éric Zemmour qui use beaucoup d'arguments d'autorité. Et même quand il ne parle pas, il parle. Si quelqu'un en face de lui n'est pas d'accord avec lui, il a cette façon de croiser les bras, de lever les yeux au ciel, ou son fameux ben voyons, ils en ont fait des t-shirts maintenant dans l'équipe de Zemmour pour disqualifier comme ça les gens en face de lui. Quand il dit mais tout le monde le sait, bien sûr que Pétain a sauvé les juifs français, alors il dit les, il dit des, on ne sait pas exactement, et il dit ça avec un argument d'autorité, mais qui est effectivement... Mais c'est un débat très 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 large sur l'éducation aux médias qui n'est pas du tout faite, qui devrait être faite en permanence, qui fait qu'effectivement on n'a pas l'obligation de publier sa charte de déontologie. Nous on le fait sur les jours, on publie la liste de nos actionnaires parce que c'est normal et qu'on a un devoir de transparence. Mais il y a un travail colossal d'éducation aux médias qui est à faire pour que les gens s'aperçoivent de petites choses qu'on voit en se plongeant sur CNews toute la journée. Et moi, je pense qu'à la question est-ce que les gens s'en rendent compte, la réponse, à mon avis, est oui. Il suffit de voir le taux de confiance dans les médias, qui est extrêmement bas en France. Et je pense qu'il y a un lien entre le dévoiement de l'information et l'opinion très faible qu'ont les gens des journalistes. Oui, je me posais juste la question de l'argent, parce qu'il va finir par perdre de l'argent s'il se désengage de toutes ces opérations africaines et qu'il se focus sur les médias, mais Europe 1 perd des auditeurs sans arrêt. J'imagine que la pub n'est pas cher payée. Enfin, est-ce que cette nouvelle marotte politique, ça ne va pas le conduire finalement à perdre de l'argent ?
Bah, peut-être. Peut-être, mais c'est vrai que quand on parle d'Havas, du poids des médias, c'est vraiment Havas qui pèse énormément dessus, qui est le Havas, qui est des tonnes et des tonnes d'agences de pub, d'intermédiaires pour de l'achat d'espace. Et ça, il a encore un peu de marge. Mais c'est vrai que ce qui est aussi assez étonnant avec Vincent Bolloré, dont on parlait de ce personnage un peu caricatural, c'est que dans les médias, il réussit pas bien. Il plante à peu près tout ce qu'il fait. Et c'est le cas avec Canal+. Alors on compense en publiant plus les chiffres des abonnés, ou alors en mettant en regard des abonnements en France, des abonnements en Afrique qui sont beaucoup moins chers. Mais en cassant effectivement les prix des abonnements, et en ayant des fois on achète une télé, on a un abonnement à Canal+ sans le savoir en plus, quoi. Et il y a eu ça avec Free aussi, par exemple. Pendant un temps, Free a fait une offre avec pour 2 € de plus en décochant la croix, on recevait un abonnement à Canal+, ça fait monter les chiffres. Mais sinon, c'est pas une réussite commerciale. Il a voulu faire marcher les médias et la culture, finalement comme des containers, comme il savait très bien faire en Afrique, mais ça marche pas comme ça marche pas aussi bien que ça. Sachant qu'il annonce à chaque fois qu'il va se désengager d'Afrique, et jusqu'à preuve du contraire, il a toujours pas fait. Hein. Et c'est vrai que l'Afrique, je crois, c'est 25% de son chiffre d'affaires et 80% de ses bénéfices. Donc c'est vraiment sa vache à lait, mais qui lui demande pas beaucoup de temps en fait, parce que les activités portuaires, les activités de transport, et les activités donc la production d'huile de palme, ça lui rapporte énormément d'argent, mais ça lui demande pas beaucoup de temps. Et pendant très longtemps, sa marotte, pour le coup, c'était sa batterie électrique, Autolib, etc. Ça lui faisait perdre aussi beaucoup d'argent. Et là, il passe vraisemblablement plus de temps sur ses activités médias, mais en termes de chiffres, ce qui lui rapporte toujours de l'argent, ce sont ses activités dans les transports, et notamment ses activités africaines. Et c'est pas parce qu'il passe plus de temps à faire autre chose, que ce soit les batteries électriques ou les médias, qu'il peut se permettre justement de passer autant de temps, parce qu'il a de l'argent qui rentre d'Afrique notamment. Et n'oublions pas que Bolloré est à l'origine un expert de l'emballage. Et je pense que ce qui l'intéresse dans les médias aussi, c'est cette espèce d'opération d'emballage globale. Oui, bah justement, moi, j'avais 2 questions. C'était déjà quel but, au fond, de Vincent Bolloré, qui avant tout voulait ravoir l'entreprise familiale qui périclitait. Et surtout, quel est son rapport avec les autres grands milliardaires français ? C'est-à-dire Arnaud, Lagardère, Pinault. Comment ils... Parce qu'eux-mêmes doivent avoir un peu peur de lui et de l'influence qu'il prend, notamment avec les politiques. Ils peuvent... Donc là, sur Lagardère, je sais qu'il y a une guerre. Comment ça se passe avec les autres grandes familles, en fait ? Tout le monde s'en méfie. Martin Bouygues, le patron de TF1, voue une haine tenace à Vincent Bolloré depuis qu'il a essayé, comme il fait à chaque fois, d'entrer. Il a acheté des actions de TF1 petit à petit, puis au bout d'un moment il a dit tiens, j'ai tant d'actions de TF1, maintenant c'est moi qui dirige. Il a voulu avoir vraiment son mot à dire dans l'histoire. Martin Bouygues a réussi à le virer au prix de 400 millions d'euros quand même. Donc quand il perd, il gagne quand même, Vincent Bolloré. Avec Arnaud Lagardère, on voit qu'il est en train de le placer sous tutelle. Avec donc Arnaud Lagardère, son groupe était sous le coup d'un fonds qui s'appelle Amber Capital, qui lui cherchait des poux dans la tête depuis un paquet de temps. Arnaud Lagardère a fait venir Bernard Arnault et Vincent Bolloré en hommage à la mémoire de son père Jean-Luc. Arnaud Lagardère est tout le temps en train de rappeler comme ça la mémoire de son père Jean-Luc. Et puis résultat, un an après, c'est Vincent Bolloré qui est en train de bouffer, qui va bouffer le groupe Lagardère sans coup fait rire. Après, les rapports entre milliardaires, Vincent Bolloré apparemment ne fréquente pas le beau monde plus que ça. Enfin bon, il habite quand même dans cette espèce de la Villa Montmorency, qui est une espèce de zoo d'ultra riche dans le 16e arrondissement. Et l'autre question, je l'ai oubliée. C'était pas pour moi. Non, c'était plus sur son but global. Est-ce que c'était d'être plus gros que les autres, ou c'était Je pense qu'il y a de ça. Ce qui est marrant, c'est de voir l'argent qui remonte en permanence quand il met en bourse Universal Music, qui est donc le grand groupe de musique. Il y a toujours, en rapport avec la participation qu'il a dans Vivendi, de 29%, de l'argent qui remonte comme ça en permanence dans ses...
on dirait que le seul but, c'est ça, c'est de faire remonter de l'argent en permanence vers la boîte pour qu'elle dure des siècles et des siècles. Il est très attaché à sa propre légende. Quand il est arrivé à Canal+, il a dit nous sommes les Paotred Dispunt. Alors je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire les gars qui n'ont pas peur en breton. Et il a toujours toute une légende comme ça qui raconte on était nous les fiers Bretons qui voyions arriver les Vikings. Ça vraiment il le dit. Hein, il le dit texto. Les hardis marins bretons, etc. Il reparle à chaque fois de son grand-oncle Kiefer qui a débarqué en Normandie, qui était dans le commando Kiefer, son oncle, son grand-oncle Gonaël Bolloré. Il est tout le temps en train d'avoir cette légende et il construit, il joue toujours comme, il marche beaucoup comme ça à la légende, il a une espèce de drôle de façon d'être, ce bonhomme-là. C'est vrai qu'il est plutôt dans sa vie. Oui, je voulais juste mentionner une toute petite chose, parce que c'est quand même au cœur du sujet ce soir. Il y a une tribune qui va paraître mercredi dans Le Monde, qui a été co-signée par RSF, et on est très nombreux à l'avoir signée, à l'initiative du NPD notamment, mais on est nombreux, donc informer n'est pas un délit, qui propose notamment 4 mesures très concrètes, et qui les propose aux candidats pour s'engager en 2022 sur la concentration des médias, sur la liberté d'informer, avec notamment la réforme de la loi de 86, avec la création d'un statut juridique pour les rédactions, et aussi la création d'un délit de trafic d'influence. Donc plusieurs mesures de ce type, mais évidemment, il faut que ça devienne un sujet de débat public, beaucoup plus largement, bien sûr. Toutes les initiatives comme ça sont les bienvenues. Et surtout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ces dernières années, peut-être, pendant un petit temps, à force de voir se dégrader la courbe de confiance des gens vers les médias, on a eu tendance à se dire que quand il y avait des cas de censure ou de choses comme ça, il fallait peut-être le garder pour nous parce que ça pourrait encore plus éroder la confiance du public vis-à-vis des médias. Et je pense qu'on s'est trompé, c'est un avis personnel, mais ça a créé encore plus de défiance parce que quand il y a eu des cas qui ont fini par fuiter, on ne voyait pas, en fait, nous, les journalistes, se révolter, en parler, etc. Heureusement, il y en a eu, il y en avait, mais de plus en plus, ça sort. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va recréer de la confiance avec le public, en parlant davantage, comme certains journalistes ont le courage de le faire dans ce doc, et comme on le fait de plus en plus via des tribunes, via des articles, etc. Parce que c'est ça aussi qui fera qu'on va retisser un peu de confiance durement, pas à pas, avec le public. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est une excellente conclusion optimiste, non ? Je crois. Merci beaucoup. Je pense que vous pourrez retrouver l'intégralité du débat sur le site de RSF, j'imagine. En tout cas, sur les réseaux sociaux en direct en ce moment, c'est sûr. Et sur le site d'un bout des médias, unboutdesmedias.org également. Merci pour votre participation. Merci à tous les 4 pour ce débat. Et à bientôt.